Salut à tous et bienvenue dans le top des comics qui n'a pas de nom. Le principe est simple, vous nous soumettez des listes de comics Marvel ou DC. Alors vous donnez un nom à votre liste et puis vous nous mettez 3 titres de saga qui sont importantes pour vous. On va essayer nous de leur trouver une place dans notre top, un top qui grandit d'émission en émission et donc d'ici quelques numéros on aura pu établir avec vous le top ultime des comics avec toute la subjectivité et la mauvaise foi possible. Voilà, l'émission est dispo sur YouTube, l'émission est aussi dispo en podcast, c'est sur PodCloud, c'est sur iTunes. Évidemment, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et l'équipe de ce soir qui va constituer le top est encore une fois composée de monsieur Rétrophile. Encore, c'est pas fini ? Bon, salut tout le monde. De monsieur Yanda. Fidèle et toujours au poste, salut tout le monde. Et à chaque épisode, on accueillera un invité, un guest. Et cette fois, c'est MC Twip qui est à nos côtés. Wesh, mes comics se filent. MC Twip qui est donc un retraité du comics game et néanmoins un youtubeur belge, ce qui fait un peu cumule un peu des casseroles. On va faire un petit point sur le top. Il y a 25 titres qui ont été entrés pour l'instant. Le numéro 1 de notre top actuellement, c'est Daredevil Born Again. Le numéro 2, Crisis on Infinite Earths. Le numéro 3, Kingdom Come. Le numéro 4, Batman The Dark Knight Returns. Le numéro 5, Batman Killing Joke. Le numéro 6, Spider-Man La mort de Gwen Stacy. Le numéro 7, c'est Earth X. Le numéro 8, Batman Un deuil dans la famille. Numéro 9, Old Man Logan. Numéro 10, la première année de Injustice. Et puis en queue de classement, on retrouve All New Thor à la 20e place, Supergirl New 52 à la 21e, Harley Quinn New 52 22e du classement, All New Wolverine 23e, Captain Britain La fin du monde 24e et le méga crossover Marvel Secret Wars qui est pour l'instant bon dernier de notre classement. On va donc pouvoir attaquer avec une nouvelle liste que vous avez envoyée à Phil. Et Phil, roulement de tambour, comment s'appelle la première liste de ce soir ? Alors la première liste a été envoyée par Maxime Blanchard, il nous a fait une spéciale DC et donc sa liste s'appelle Spécial Yanda. Yeah. Alors premier titre de 1996 de Jeff Loeb et Tim Sale, c'est Batman, un long Halloween. Tu as un accent formidable. Ah ah, je m'entraîne, tous les soirs. Spécial Yanda, ça veut dire que c'est moi qui commence ? Ah, comme tu veux, mais c'est le nom de la liste, donc je pense que tu connais les titres. Pas sûr, hein. Allez, espérons. Un long Halloween. Alors. Un long Halloween, c'est du très bon Batman et c'est du Batman détective sombre et comment dire, un Batman de la rue, comme on dit. J'ai plus accroché à l'histoire à proprement parler qu'à l'aspect graphique, j'ai un peu moins kiffé l'aspect graphique, mais vraiment l'histoire j'ai complètement accroché et c'est pour moi alors c'est pas dans les meilleures histoires de Batman, mais c'est une très très bonne histoire de Batman pour moi. Niveau classement, si je devais donner une place là maintenant tout de suite, après la mort de Superman en 15. On est parti depuis 2 minutes, le mec il classe quoi, c'est incroyable. Ouais, ça y est, ouais, je pensais qu'il allait attendre un peu, mais non. Non, okay, c'est bon, moi je vous donne ça maintenant, voilà, après vous pouvez... Moi je suis pas très objectif sur ce titre parce que je l'ai lu à une époque où j'avais enchaîné pas mal de titres de Team Sale. Sale. Et donc j'avais pas envie de lire du Team Sale et en plus moi je suis je fais mon coming out, je suis Team Superman, c'est-à-dire voir Batman faire une enquête en train de soulever un tapis, trouver une tache d'encre et dire je pense que le Joker est passé par là, enfin c'est du Colombo, moi ça m'intéresse pas, c'est typiquement le genre d'histoire de Batman qui ne m'intéresse pas, donc je vous laisse juge parce que je suis pas très objectif entre l'artiste que j'ai pas kiffé parce que j'en avais trop lu à l'époque, j'avais lu c'était quoi, Spider-Man Blue, Hulk Gris, je sais Gris, pas, enfin, ouais. Daredevil Jaune. Voilà, ouais, j'avais lu trop de titres de lui à l'époque et j'étais pas du tout rentré dans le trip. Voilà, moi c'est l'inverse, ça fait partie de mes histoires de Batman préférées pour le coup. Parce que moi le Batman détective c'est exactement le Batman que j'aime. C'est pour ça que j'accroche pas du tout au run de Snyder et Capullo dans la version New 52 du personnage. Mon Batman c'est le détective, le super détective qui va se frotter avec la mafia, qui va se déguiser pour infiltrer les mecs, qui va suspendre des gangsters au-dessus d'un building pour leur arracher des aveux. Donc moi ça fait partie un long Halloween des 5 titres essentiels de Batman, tu vois, pour moi c'est dans les meilleurs titres et les trucs incontournables de Batman, donc je le ferai gravement remonter. Je me retrouve avec un titre qui est aux côtés de Killing Joke, de Dark Knight, de tout ça dans le top, quoi. Ah ouais, il est très très haut pour moi dans le top. À chaque fois tu me surprends, à chaque fois. Moi c'est comme Matt, en fait c'est une de mes meilleures lectures en Batman, donc
Je le classerais vraiment bien aussi, je pense. Non, franchement, j'ai vraiment kiffé. En plus, c'est vraiment avec la mafia. C'est vraiment le début de Batman. Enfin, c'est de la pure mafia. Les deux histoires que justement il a fait là-dessus. La deuxième, c'est quoi le titre encore? Je sais même plus. Amère Victoire. Ouais, Amère Victoire, voilà, c'est ça. Ça, j'ai attendu d'avoir le gros pavé de chez Urban pour lire ça. Mais non, allons Halloween. Moi, je le classe très très bien aussi. Moi, s'il fallait le placer là en tant que tel, il y a beaucoup de Batman, donc c'est compliqué. Enfin, tu vois, j'ai envie de le classer par rapport aux autres Batman, en fait, pas du tout par rapport aux autres titres. Ah, vous le mettez dans le top 10 quand même? Ah ouais, moi je suis dans le top 10 pour ça, mais grave Ah, quoi. putain. Après, je galère un peu pour le placer parce que c'est un mélange de vos choix et voilà, qui sont pas forcément les miens, tu vois. Pour moi, ça se bataille avec R6 en fait. Donc pour moi, il serait 7e ou 8e du classement selon comment je le place par rapport à Earthix. Et là, je suis pas hyper sûr de moi, en fait. Ah oui, donc t'es nettement plus haut que moi, ouais. On va avoir un juge de paix de Belgique, je pense. Non, ben, c'est plus ou moins pareil. En fait, ce qui me chiffonne, c'est Old Man Logan en numéro 9. Donc j'hésite à le mettre en dessous ou au-dessus, je ne sais pas quelle position il préfère. Je vais dire en 10e position à la place d'Injustice. Et toi, Ganda, t'étais où? Moi j'étais en 15, moi j'étais plus bas. Parce que pour moi, c'est au-dessus de Batwoman Elegy, c'est quand même en dessous de la mort de Superman. Après, ouais, toi, Twip, tu votes 10 à la place d'Injustice? Le problème, c'est que, ouais, enfin, je sais pas, moi, voilà, par rapport à ce qu'il y a au-dessus aussi. Ah, après, c'est vrai que c'est quand même mieux qu'Injustice année 1, quoi. Quand même pas chier dans la colle. Ouais, allez, Twip, je change mon vote initial. Je basculerai à ce moment-là sur une 10e position comme mon confrère de Belgique. Donc on se retrouve avec un Halloween en 10 et Injustice année 1 en 11. C'est ça. Très bien, on enchaîne avec le deuxième titre de Maxime Blanchard. Allons-y. C'est un titre de 1987, c'est encore évidemment du Batman puisque c'est spécial Yanda, année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli. Ah. Ou Mazzucchelli, comme vous voulez. Ah. Boum. On envoie du lourd en fait, c'est ça. C'est. Ah là là, ouais. On a un fan de hip-hop avec nous et donc direct, voilà, on envoie du pâté quoi. Grosse lecture, gros titre. Redéfinition du personnage de Batman. Voilà, on est en sortie de Crisis on Infinite Earths et on est sur une espèce de redéfinition du personnage de Batman. On repart sur les bases. On est vraiment sur un récit origine. Comment est devenu Batman et quels ont été ses débuts. C'est sombre, ça a un côté réaliste quelque part qui est hyper accrocheur et qui fait moi perso je suis tout de suite rentré dans l'histoire et cette espèce de parallèle constant entre Gordon et Bruce Wayne est vraiment hyper intéressant et très très bien utilisé. Alors là autant vous le dire tout de suite, spoiler, on est très haut dans le classement, hein. On est aux alentours du Killing Joke, hein. On est dans le top 5 là, hein. Moi j'ai commencé Batman avec Killing Joke et j'ai enchaîné avec année 1. C'est à une époque où Batman sortait en mensuel, il sortait en kiosque, hein, que les histoires, vraiment les grandes histoires. Et évidemment ça a été une fois de plus un choc, surtout Miller, quoi. Ce qu'il a fait sur Batman, c'est immense. Donc je suis moins embêté que toi Yanda parce que moi je le vois déjà très très haut. Donc j'ai même pas besoin de regarder toute la liste, je regarde en haut. Alors où, je sais pas. Mais c'est du bon Batman. C'est du bon Batman. Et, c'est du très bon, hein. C'est du très très bon Batman, hein. On devrait faire une vidéo ensemble d'ailleurs. C'est marrant que tu files que t'aimes pas le Batman détective, mais que du coup tu mettes le année 1 enfin que tu as envie de le mettre dans le top 3. Mic drop. Ah non, Bim. C'est pas une enquête. Ah, c'est pas une enquête. C'est ses origines. Et elles sont très bien amenées et très réalistes. Que ce soit la Batcave, que ce soit absolument tout. Tout est à l'échelle humaine. Et ça, c'est très bien vu de Miller. Il n'y a pas de... Il n'est pas dopé, il n'est pas quoi que ce soit. Un de ses premiers combats, ça se passe dans la rue, ça se finit mal pour lui. Et ça se passe mal, ouais. Tout est bien emmené. Même Catwoman, il y a un léger petit clin d'œil, mais même elle, c'est parfait, tout simplement. Ouais, c'est qui casse quoi. Pour toi. J'irai pas si haut. Petit troll vite fait.
Non, bon, moi aussi je le mets hyper haut. C'est la redéfinition de Batman, c'est fait avec une intelligence rare. C'est en plus, graphiquement, c'est un produit un produit, hein, bien sûr, qui séduira les lecteurs de bande dessinée franco-belge et les lecteurs de comics. Enfin, ce que Mazzucchelli a fait là-dessus transcende les genres de la BD. C'est un classique instantané. On est d'accord pour dire qu'on va taper dans le top 3. En fait, ce qui m'ennuie avec votre top 3, c'est que Crisis a rien à foutre là, quoi. Mais non, donc t'es pas sérieux. ça pourrait libérer une place. Ouais, là je suis plus d'accord avec toi, ouais. Pour moi, ouais, il se bataille avec Kingdom Come dans cette zone-là. En plus, ça se lit tout seul. Le bouquin est pas épais. Quand c'est fini, t'as envie d'y retourner. Enfin, c'est ouf, quoi. Et puis, ce qui est dingue, c'est de voir la concentration d'infos qu'il y a là-dedans et à quel point ça a redéfini tout ce qu'on a pu connaître sur Batman derrière, que ce soit dans les films ou dans les dessins animés ou tout. C'est voilà, hyper canonique, quoi. Important pour le personnage, important pour les comics et kiffant. Alors, par rapport à ce que je vois, moi, dans le top, quand je vois les 5 premiers, en fait, il va directement numéro 1 parce que Daredevil, je l'ai lu, mais je le vois pas du tout là. Crisis, j'ai toujours pas lu, mais je le vois pas du tout là de toute façon. Kingdom Come, ça va, c'est plausible. Année 1, voilà, moi je l'ai en 2 éditions, je l'ai kiffé. C'est un des rares comics que j'ai au moins lu 3 fois. Parce que je ne relis pas toujours mes comics. Quand tu dis que tu l'as en 2 éditions, c'est les 2 éditions d'Urban, celle avec la faute et c'est la normale? Non, c'est l'édition pas trop ancienne, on va dire, de Panini, mais qui n'est pas trouvable. Et l'édition d'Urban, ouais, voilà, avec la faute. Non, mais moi je le mets en 1, là, les mecs, désolé, mais je suis obligé, là. Je suis obligé de le mettre en 1 par rapport à ce que je vois dans le top, là. Je suis obligé de le mettre en 1. Ah! Alors, on va faire une moyenne. Vous le voyez où, vous? Moi, 3. Ouais, 3 aussi, j'aurais dit, moi. À la place de Kingdom Come. Donc ça fait 2. Après, si on est sur un concept de majorité, il y a 2 personnes qui ont voté 3. Donc c'est 3. Ah oui, donc tant que ça touche pas à Crisis, toi t'es d'accord pour que la majorité l'emporte, en fait. Voilà, exactement. C'est C'est tout très à bien. fait ça. C'est tout à fait ça. On le met en troisième? On le met en 2, puis on enlève Crisis, et puis on arrête un peu de tergiverser là tout le temps. Deuxième, ça fait 2 titres de Frank Miller, on va passer pour des fachos. Hein. Écoute, il est important que les gens le sachent. Voilà, il faut que les masques tombent. Allez, bon bah ça marche. Allez. En 2 donc? Ah, devant Crisis? Mais qui a dit quoi? MC Tweet, tu dis premier. J'ai dit numéro 1, ouais. Yanda, tu dis? 3. Et Matt, tu dis? 3. Et bah alors c'est 3. Ah ben voilà. Daredevil numéro 1, Crisis en 2, Batman année 1 en 3, Kingdom Come en 4, Ok, et Batman Dark Knight Returns en 5. c'est bon, ça me va. C'est le top qui fait plaisir à Yanda. Ouais, grave. C'est le top spécial Yanda. À la fin de la saison, le mec va plus en pouvoir, quoi. Ah non, parce que si tous mes titres placent maintenant, ça veut dire qu'après vous avez le loisir de tous les faire descendre. Donc c'est pas forcément la meilleure des stratégies non plus, quoi. Allez, troisième titre de Maxime Blanchard, spécial Yanda, un titre de 2015, Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, de Mike Mignola et Troy Nixey. Alors merci Maxime pour le choix, mais alors là pour le coup, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, je vais vous faire une confidence. Ça fait partie des rares titres que je n'ai pas terminé. J'ai vraiment pas accroché du tout. Je saurais même pas en plus vraiment dire pourquoi. Mais je sais pas. Je suis pas du tout rentré dans le truc. Alors en plus, ne l'ayant pas terminé, voilà, si je devais le classer, et ça me fait mal de dire ça, mais on serait relativement bas dans les classements. Hein. Moi, je devais en parler dans une vidéo, tu sais, dans un top comics où je parle de mes lectures comics et en général, je choisis des bons titres. Et quand j'ai fini de le lire, j'ai fait, bah non, je peux pas en parler parce que j'ai vraiment pas aimé. En plus, moi, j'ai acheté le bouquin sans le feuilleter pour pas me faire spoiler et je pensais tomber sur du Mac Mignola. Je te raconte pas la maison, quand j'ai feuilleté le truc. Oh, la déception. Et alors, le pire du pire, c'est qu'à la fin, Urban, ils ont mis des bonus et ça devait être un autre dessinateur. Et quand tu vois le mec, comment il assurait, tu te dis, eh mince, non seulement c'est pas Mignola, non seulement c'est pas ce mec, mais c'est ce Troy Nixey, dont je suis vraiment pas fan de ses dessins que j'ai trouvé assez brouillon. Ouais, moi je l'ai lu aussi, et enfin moi je l'ai lu jusqu'au bout quand même. Ça passe, allez, je vais pas dire que c'était mauvais. C'est du Mignola, c'est du Cthulhu en fait, voilà, c'est du monstre à tentacules.
C'est du Carlo Tentacule d'ailleurs. Et donc voilà, ouais, c'est pas le meilleur truc de Batman, quoi. Et moi, je ne l'ai pas lu, en fait. Je viens de survoler vite fait la version numérique que j'ai en ma possession. Et je l'ai pas lu, je trouve ça relativement pas beau. Ah. Impossible de classer ça. Ouais, mais si, parce que après, vraiment, bon, en plus je l'ai pas fini, donc je peux pas vraiment monter très très haut dans le classement parce que vraiment le truc m'est tombé des mains, quoi. Et comme c'était sur un moment où j'avais pas mal de séries et de lectures à lire, etc., j'ai vraiment pas forcé. Autant il y a des fois, je me dis, bon, vas-y, je l'ai commencé, je le finis, et puis arrive à la fin, je dis, ouais, bon, ben effectivement, c'est pas mieux. Que là, vraiment, j'ai zappé, et puis je sais que le bouquin est dans ma bibli, mais je suis pas sûr de le rouvrir un jour, quoi. Alors, pas dernier parce que c'est Batman quand même, mais 26, Faut ouais. pas pousser. 26, ouais. Donc, ça le mettrait 27ème. Voilà, c'est ça. Touche pas à Batman. Pas dernier Batman, quand même. Et ben, c'était le dernier titre de la liste. Merci Maxime. Et donc, on a fait une spéciale DC, on va faire une spéciale Marvel maintenant, avec la liste de Valdec, qui nous envoie une liste qui s'appelle Hulk est le plus fort. Et on commence avec 2009, Planète Hulk de Greg Pak, et une longue liste de dessinateurs. C'est lui-même qui le dit, hein. C'est pas moi qui ai eu la flemme de les chercher. Planet Hulk, c'est intéressant comme histoire parce que le concept de bousculer le... Enfin, l'histoire, c'est Hulk était trop dangereux, les super-héros Marvel se sont réunis, ils l'ont foutu dans une capsule spatiale pour l'envoyer dans l'espace. Et en fait, il devait être sur une planète habitable, mais vierge de toute civilisation. Et en fait, il arrive sur une planète où il y a des jeux, un peu des jeux du cirque, et il va devenir une sorte de gladiateur de l'espace, et il va, avec son équipe, réussir à s'affranchir, à récupérer sa liberté. Et donc c'était intéressant de sortir un peu Hulk de ce concept habituel, où il n'est pas gentil, et puis il casse des villes, et puis l'armée lui court après, tout en créant une nouvelle saga un peu space opéra. Et puis il y avait beaucoup d'influences un peu Moebius, un peu José Ladrone, un peu plein de trucs de Space Up. Pour le coup, sur le papier, c'était hyper intéressant. J'ai essayé de le lire 3 fois. J'ai pas réussi 3 fois à le finir. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui fait que j'accroche pas. Et j'ai beau avoir un a priori hyper positif sur le titre, l'idée, ce qu'on a voulu en faire, j'arrive pas à me concentrer sur ce titre. Et je sais pas si dans la liste il y a la suite de cette saga, où là pour le coup c'est débile. Donc que penser d'une série qui partait bien, que j'ai du mal à lire et qui débouche sur une conclusion débile? Je ne sais pas, mais je ne vois pas ce je ne vois pas ce titre dans les 15 premiers du classement. Je trouve que c'est une des meilleures histoires de Hulk, au contraire, parce qu'ils l'ont sorti un petit peu du schéma habituel où il se promène dans la rue, il s'énerve et il tape tout le monde. Là on est d'accord. J'aime bien le côté gladiateur, il y a quelques petites surprises, des personnages qu'on s'attendait pas à voir là, qui sont là. C'est une autre vision de l'espace aussi, parce que d'habitude on voit toujours les Kree qui se tapent sur la gueule avec les Skrulls. Et là ils nous ont montré une planète un peu différente, un peu plus sauvage. La conclusion, alors je parle pas de la suite, mais la conclusion, je l'ai trouvé un petit peu rushée, genre bon bah maintenant t'as bien joué avec Hulk, Greg Pak, faut nous le rendre. C'est vraiment expédié en 3 pages, mais sinon toute l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée passionnante et ça fait partie une fois de plus des bouquins que je recherche, c'est-à-dire où à chaque fin de chapitre tu te dis qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois. Et pour là, ça fait le taf pour ça. Moi, Hulk, en fait, c'est pas du tout mon perso préféré chez Marvel. J'ai entendu que du bien de Planète Hulk. Franchement, que du bien. C'est parce que t'as pas écouté ce que j'ai dit, du coup. Non, enfin, non. En tout cas, oui. Mais que du bien quand même. Donc, Planète Hulk, ça me tentait. J'avais vraiment envie de l'acheter. Mais je l'ai jamais acheté. Donc, est-ce que c'est un signe du destin? Et Yanda, t'as pas lu, je suppose. Non. Ah mince, qu'est-ce qu'on en fait, Matt? Je sais pas où est-ce que tu mettrais ce titre, du coup, puisqu'on est les deux seuls à l'avoir lu. Je veux bien le mettre en 15e position, tu vois. Ça serait le plus bas que je puisse aller, je pense. Ah ouais, bah moi je voulais te faire un cadeau et moi je pourrais le mettre, au moins pour l'intention et la façon dont c'est fait, entre Injustice et Punisher à la fin, donc en 13e position. C'est quand même bien classé. Je ne suis pas d'accord avec toi, Matt. Quoi? Bah je le voyais plus bas que ça. T'as bien aimé mais tu le verrais plus bas que ça. Ah oui, tu voulais pas toucher à Asgard Saga. Bah non, c'est que je préfère largement lire le Punisher à la fin. Ouais. Injustice, moi j'ai adoré, je me demande ce qu'il fait en 12e position, les gars, vous me décevez.
Mais regarde ce qu'il y a au-dessus. Hein. Bah oui, il y a Long Halloween. Il était bien classé et c'est à force de rajouter des trucs au-dessus qu'il est descendu. Mais Donc tu le mets où toi, tu m'as dit? ouais. Dans ces eaux-là, ouais, entre niveau d'Injustice et de Punisher la fin. Ok, on va dire que tu le mets en 12e position. Moi j'avais dit que je le mettais en combien? 15e? Donc le top est devenu incohérent. Le mec a bien aimé la série, il la met en 15. Celui qui a pas aimé le met en 12. C'est devenu n'importe quoi. En fait, on ne sait plus noter. Mais non, c'est parce qu'il y a tellement de trucs que je préfère avant. Bon bah on coupe la poire en deux, je le mets en 13 ou 14. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, bah on le met... Tant que c'est avant Asgard Saga, ça me va. Bon bah c'est tout vu donc. Allez en 13e. Non, en 14e, 14e, excuse-moi. ouais, d'accord. Donc après Punisher. Ouais. Exactement. Yanda vient de se réveiller, c'était super. C'était bien, hein. Ouais, merci. C'est pas fini pour ceux qui sont pas fans de Marvel. On continue avec un deuxième titre de la liste Hulk est le plus fort, avec un titre de 1993, Futur imparfait de Peter David et George Perez. Ah, accroche-toi à ton slip, tonton. Futur imparfait, ça a été un de mes gros kiffs quand c'est sorti en récit complet et quand j'étais petit et je l'ai lu et relu et tout. Et en fait, il y a une scène. Alors, Futur imparfait, c'est Hulk qui se retrouve emmené dans le futur parce que dans le futur, Hulk va devenir méchant, il va devenir un tyran qui s'appelle le Maestro. Et donc, il y a toute une nouvelle génération qui va chercher Hulk dans le passé pour que le Hulk d'aujourd'hui, des années 80, affronte le Hulk du futur et voilà, et gagne. Et du coup, il y a une scène où on voit Rick Jones vieux dans une piole et en fait, tous les super-héros sont morts et il y a à burne de caméos et de détails et tout. Et enfin, je pense que j'ai étudié ces 2 pages à la loupe pour essayer de trouver les détails, les trucs et quel personnage c'était et que moi j'avais trouvé. C'est les secrets que moi j'ai découvert et que les autres savaient pas et tout machin. Et ouais, j'avais kiffé ce truc-là quand c'est sorti. Et je l'ai pas relu depuis. Donc c'est mes yeux d'ado qui parlent. C'est ton doudou comics, quoi. Ça fait partie de mes petits doudous comics, ouais. Après, bon, ben, je vous cache pas que j'ai vu la tête de fil quand j'ai dit que j'avais bien aimé. Je pense qu'on va pas être d'accord. Non, mais si on part sur une île déserte, tu me laisses choisir les livres, parce que c'est pas possible. C'est vraiment ce livre, il me fout la dépression à chaque fois, quoi. Il est d'une tristesse. Il se passe des trucs horribles pendant les 3/4 du bouquin. Bah, c'est pas pour ça qu'il est pas bien. Ouais, mais c'est pas le genre de bouquin que j'ai envie de relire parce que il me fout le bourdon, mais vraiment. Et puis alors il y a une scène. La scène de viol ? Exactement. Je peux même plus la regarder. Elle est vraiment horrible cette scène. Il y a une scène où Hulk se fait violer. Il dit ça au cas, il aime lui. Par une meuf en toute simplicité. Mais quel est le problème ? Non mais c'est pas ça, mais ils le font en plus en toute simplicité. Ils le font genre, ça dure sur une page, genre ça prête pas à conséquence, c'est logique. Mais je suis d'accord avec toi sur le truc où, oui, c'est un peu la page qui fait bugger quand même. Ouais, et puis Hulk est diminué, il est pas très combatif, non, c'est vraiment pas une histoire de Hulk que j'aime. Alors Yanda, vous qui êtes spécialiste en Hulk, Vous le mettez où ? Eh bien, numéro 1. Numéro 1, tranquille. Vous me l'avez bien vendu, les gars. Ouais, grave. Non, j'ai vraiment un excellent souvenir de ce truc que je n'ai jamais lu, et donc pour moi, c'est numéro 1 direct. Et vous, monsieur Twip ? Vu que c'est ton héros préféré. Ah, je vais le chercher. J'y vais, les gars, désolé, je dois aller l'acheter. Je sais pas si ça a été beaucoup réédité ce truc-là. Ce qui est marrant, c'est que c'est une des sagas sur lesquelles Marvel a construit des choses, puisque Futur Imparfait, c'est une des terres qui est agglomérée dans le Battle World of Secret War, donc ils ont construit des choses autour de ça. Ouais, bien sûr, Maestro, c'est devenu un personnage hyper important, le Némésis de Hulk. Bah encore une fois, j'ai bien aimé, donc je vais le mettre 20e. T'as pas aimé, donc tu vas le mettre 3e. Au final, il se retrouve 7. Non, je sais pas. Jusqu'où tu peux descendre ? Jusqu'où je peux descendre ? Tu remarqueras la formulation. Hein. Et quand tu y seras, descends plus bas. Descends de 3 cases. Je le mettrais 12 ou 13 dans le top là tel qu'il est. Je le mettrais en dessous de Batman à Long Halloween, mais au-dessus de Planète Hulk. Et après, c'est pas, je suis pas le même lecteur. On est dans la zone où dans le top il y aurait donc Futur Imparfait, Punisher la fin et Planète Hulk, qui sont 3 sagas que j'ai lues avec grosso modo 10 ans d'écart entre chacune. Donc c'est pas le même regard. Enfin voilà, qu'il soit dans cette grappe de titres, quel que soit l'ordre, ça m'irait très bien. On va le mettre là. Je le voyais plus bas, honnêtement. Je le voyais avec 4-5 places plus bas.
C'est pas une émission de débat, hein, c'est l'émission où je dis un truc et les mecs disent ouais d'accord, bon, on va le mettre là alors. On s'engueule pas ce soir, hein, c'est pas très drôle, hein, il faut penser à l'audience les gars. C'est que là on est en train de t'endormir en fait, parce que par la suite on va te on va te sabrer tes titres. Allez, on va le mettre 14e. Et le 3e titre de la liste Hulk est le plus fort, la liste de Valdec donc, c'est un titre de 2002, Le Dernier des Titans, par Peter David et Del Cohn. Alors, Le Dernier des Titans, c'est hyper chaud. D'abord, c'est hyper chaud à trouver. C'est Peter David et Del Cohn, donc on ne sait pas dire son nom, ce mec-là, qui est un super dessinateur et qui avait fait beaucoup d'épisodes de la série régulière de Hulk, et c'était vraiment super. Et quand ce truc est sorti, en format un peu, ça s'appelait Marvel Prestige en plus, enfin c'était un... Je me suis dit, ça va être super, Marvel Prestige, quoi. Je l'avais lu à l'époque quand c'est sorti, je l'ai relu récemment, et en fait... Ce qui est hyper particulier dans ce titre, c'est que ça ne raconte rien. C'est-à-dire que tout le monde est mort sur Terre. Il reste que Hulk et des insectes. Et en fait, c'est une guéguerre entre Hulk et Banner, qui sont les pires ennemis. Voilà. Et Hulk est tout seul sur cette planète. Il y a juste une sorte de caméra drone qui le suit pour étudier la fin de l'humanité. Donc, attend qu'il meure. Et il meurt pas parce qu'en fait à chaque fois que Banner va mourir, qu'il se suicide, qu'il pourrait tomber malade ou quoi que ce soit, c'est Hulk qui réapparaît et donc qui a un pouvoir auto-guérissant et donc ils n'arrivent pas à mourir. Et c'est ça l'histoire. Et il se passe pas grand chose en fait, à part le constat de il est tout seul, il est triste et c'est quand même pas facile d'être tout seul. Et il se remémore des trucs, mais voilà, c'est un peu le vide. En fait, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que ça s'appelait Hulk The End en VO. Et chez nous, ça s'appelle Le Dernier des Titans. Et en fait, c'est un peu l'équivalent de Punisher la fin, quoi. Ouais. Ça vient de la même collection. Je savais pas avant de préparer l'émission, même si c'est logique. Et ce que j'en ai pensé du titre, exactement la même chose que toi. C'est pas transcendant. C'est bien dessiné, certes, mais c'est une histoire assez dispensable. Je sais pas si vous l'avez lu, les gars. Non, moi non. Non plus. Tu dis c'est bien dessiné, il y a quand même tous les défauts. Enfin, il y a les défauts du Delco des années 90. J'essaie de le passer un peu, t'as vu, à l'ancienne, Delco. C'est-à-dire qu'il y a quand même des plans où Hulk a des bras plus épais que son torse. Et quand il marche. Et donc, ça, c'est pas possible, quoi. C'est joli, mais je trouve que ça passe pas très très bien l'épreuve du temps, ce truc-là. Oh, c'est quand même... oui, ça fait penser à du Image des années 90, mais en plus propre, quoi. On sent vraiment qu'il a donné le meilleur de lui-même. C'est pas du Del Cohn, des Conan. C'est pas Del Conan. Du coup, tu le mettrais où? Pas très haut, en tout cas. Entre le 15 et le 20, quoi. Je te trouve hyper généreux, quoi. Ah, tu l'aurais mis plus bas? Ah, mais carrément, mais il y a rien dedans. Enfin, tu vois... plus bas, il y a Earth 2, c'est ça le problème, quoi. Ah oui, tu vois, c'est son point Goodwin, il peut pas aller plus bas que Earth 2, quoi. C'est ça. Plus bas, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, faut être honnête. Hein. Il y a Captain Britain, on s'est fait défoncer sur les commentaires. C'est vrai. C'est le top subjectif, c'est pas le top de la vérité. Mais faites un top chez vous, hein. Amusez-vous avec vos amis. On fait ça avec Skype, hein, c'est assez facile. Faites un top chez vous qui reflètera la vraie vérité, qui sera le contre-top de ce qu'on fait. Mais c'est Blaze, c'était pour déconner. Tu le mettrais très 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 bas? Je le mettrais bas parce que ça raconte rien, parce que dans le fond c'est pas terrible, et parce que à la relecture je suis hyper déçu, quoi, parce que je l'avais plutôt bien aimé la première fois que je l'avais lu, tu vois, et j'arrive pas à me dire qu'est-ce que finalement j'ai aimé là-dedans. Pour moi il est 25-26 dans ces eaux-là, quoi, au niveau d'Harley Quinn ou de Supergirl. Bon, je vais te suivre de toute façon, mais maintenant que j'y repense, j'avais trouvé le côté désespéré de Bruce Banner assez touchant. Vraiment, il voulait vraiment mourir et c'était impossible. Il y avait quelque chose de touchant dans cette histoire. Mais bon, c'est vrai que c'est pas une histoire transcendante. Je sais pas. Je vais le mettre après Harley Quinn. En 27 donc. Oui, Yanda, tout à fait. Hey, Yanda qui a une formation de tableur numérique. Hein, n'est-ce pas? Très, très fort en tableur numérique pour tout ça. Je suis. On va faire une autre liste, c'est une autre liste d'essais cette fois-ci encore. C'est une liste Duc du Tromblon. Les Outsiders, c'est une spéciale New 52. Et le premier titre, c'est Swamp Thing de Scott Snyder et Yannick Paquette. Alors là, par contre, les gars, je vous laisse faire complètement parce que j'ai pas lu ces titres. Je les ai considérés comme étant secondaires et mineurs. J'ai peut-être eu tort. Mais bon, alors Swamp Thing, est-ce que c'est numéro 1, est-ce que c'est numéro 30? Secondaire, pourquoi secondaire, Phil? Juste par curiosité. Par rapport à... Je veux dire, secondaire par rapport à quoi? Il n'y a pas de cap. Y a pas de cap, ouais.
Ouais, il fait pas partie de la Trinité. D'accord. Ça tombe à une époque où le reboot de DC, j'en avais un petit peu rien à faire parce que j'avais pas envie de revoir des nouvelles origines. Donc j'ai dit, je vais suivre les gros héros, dépenser mon argent ailleurs, chez Marvel, dans les mangas, et puis chez DC, prendre uniquement l'essentiel. Et pour moi, Swamp Thing, il faisait pas partie de l'essentiel, alors que c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'ai pas mal de bouquins de lui, notamment à l'époque Alan Moore. Mhm. Mais Swamp Thing, New 52, j'avais pas vu à l'époque, c'était dessiné par Yannick Paquette, parce que j'aurais peut-être pris sinon, mais je suis complètement passé à côté. J'ai même pas feuilleté une seule page de ce livre. Eh ben, pour donner mon avis sur ce titre, j'ai eu un peu peur. Alors, je l'ai lu sur le tard. Je l'ai pas lu dès sa publication par Urban. Je l'ai lu un petit peu après. J'ai tout fait parce qu'il faut savoir en fait que cette série, la série Swamp Thing New 52, est une série alors qui au départ commence en faisant quelques références dans un espèce d'histoire commune avec la série Animal Man et les deux séries finissent par un espèce de crossover géant et sont vraiment connectées en fait. Ce qui fait sens puisque et les personnages d'Animal Man et le personnage de Swamp Thing entre autres sont des personnages à la base issus de l'univers de Vertigo. Et ils ont été intégrés, ils ont fait partie des quelques personnages de l'imprint Vertigo à être intégrés à l'univers DC au moment des New 52. Alors Yanda, le deuxième titre de la liste, c'est Animal Man New 52 de Jeff Lemire et Travel Foreman. Est-ce que tu veux faire un tir groupé? J'en étais sûr. On peut faire un tir groupé, ouais, parce que mon avis est grosso modo le même pour les deux. J'avais un peu peur parce que j'ai pas du tout aimé la version de John Constantine New 52 par rapport à la version du personnage Vertigo. Tiens donc, Et c'est étonnant, n'est-ce pas? qui l'eût cru? Parce que voilà, vraiment, le personnage, pour rester soft et pas trop pointilleux, a été vraiment édulcoré au possible. Oh, tu dois pouvoir dire dénaturé là, je pense. À ce Ouais, niveau-là, voilà, c'est dénaturé. Ouais. on pourrait tendre vers ça. Et donc c'est pour ça qu'après avoir lu John Constantine New 52, je me suis dit, oh là là, s'ils ont fait pareil sur Swamp Thing et Animal Man, c'est chaud. Et en fait, à force d'en entendre pas mal de choses dessus, alors à la fois du bien, à la fois du bof, à la fois du moins bon, je me suis dit, ah, bon, allez, il faut laisser sa chance au produit. Et en fait, j'ai trouvé ça très cool. Alors les deux séries, pour le coup, les deux séries, aussi bien Animal Man que Swamp Thing, arrivent à garder cet esprit Vertigo, sombre, adulte, suffisamment tourné vers l'horrifique et à la fois avec des histoires hyper intéressantes, hyper développées. Pour Swamp Thing, je trouve que Scott Snyder arrive à faire surtout dans le premier tome en fait, arrive à faire un bon juste milieu parce que c'est pas vraiment un reboot du personnage puisqu'il fait justement allusion à certains événements d'histoire écrites par Alan Moore, donc avant. Mais en même temps, le personnage est un peu retravaillé et on est sur un Alec Holland différent. Mais le juste milieu est très bien dosé. Et l'histoire est cool, donc pour ça c'est très bien. Ça fonctionne hyper bien avec Animal Man, qui pour le coup, Animal Man, j'ai découvert avec les New 52, je suis très intrigué, j'ai vraiment envie de lire ce qu'a fait Grant Morrison sur ce personnage, mais du coup je l'ai découvert avec les New 52 et j'ai vraiment accroché et au perso et à ses histoires parce que voilà, le père de famille qui a des super pouvoirs, qui est une superstar, qui est un peu retraité et qui en fait découvre par la force des choses que sa fille a un peu les mêmes genres de pouvoirs que lui, sauf qu'elle est pour le coup beaucoup plus puissante et que ça peut attirer des problèmes et après se passe tout un tas de choses. Voilà, cette notion de famille, de valeur qui est hyper forte chez Animal Man et hyper bien traitée par Jeff Lemire, c'est une série très cool aussi, et ce qu'ils en ont fait au niveau de ces deux séries là, pour moi en fait c'est compliqué. C'est pour ça que je disais que je préférais faire un tir groupé, parce que c'est compliqué de juger une série pour les New 52, c'est compliqué pour moi de juger une série sans juger l'autre. Les deux sont sur un niveau équivalent, ce sont de bonnes séries, de très bonnes séries, et qui en plus de ça fonctionnent hyper bien ensemble de ce qui en a été fait par Jeff Lemire et Scott Snyder. Et tu peux lire l'un sans l'autre ou pas? Les premiers tomes, oui, pas les derniers. Ah, ok. C'est un crossover géant en fait. C'est pour moi les titres vraiment Vertigo de DC, de l'univers DC. Et parce qu'elles sont un petit peu à part,
Mais elles fonctionnent très bien ensemble et ce sont de chouettes séries. Pas des classiques, on n'est pas sur du classique, mais on est pour moi sur un très bon 10. Je les ai lus et en fait à ce moment-là j'écoutais beaucoup les podcasts de Comics Blog qui étaient vraiment à fond sur ces titres-là et je me suis dit waouh, ça doit être hyper génial, et typiquement ça ne fonctionne pas sur moi. Je suis imperméable à tout ça. Le dessin d'Yannick Paquette sur Swamp Thing, ok, c'est cool. L'histoire de Swamp Thing et les multiples références, je me suis dit, déjà c'était mon premier contact avec les New 52, je me suis dit finalement leur reboot est foireux. Animal Man, tout ce que Yanda aime, je l'aime pas. Et l'histoire avec sa fille et tout, ça marche pas. Et je trouve ça assez laid, globalement. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Je suis allé jusqu'au bout de la conclusion. Je trouve que l'antagoniste est plutôt cool, mais que tout ça est un peu facile. Et ouais, ça marche pas du tout sur moi. Du coup, je le mettrais pour moi après Batman Elegy. Donc numéro 20 entre Batwoman Elegy et Superman Identité secrète. C'est dur. Non, c'est sincère, Yanda. Je parle avec le cœur, d'accord. Mon but, c'est de pas vous blesser, Yanda. C'est de vous remettre sur le droit chemin. C'est dur. Bah si, ça fonctionne bien, Animal Man avec sa fille, c'est cool. Alors l'aspect graphique sur Animal Man, je te rejoins parce que les premières pages, heureusement que j'ai bien accroché à l'histoire, parce que c'est vrai que graphiquement, c'est très spécial. C'est très spécial. Et quand des gens me disent non, c'est absolument dégueulasse à lire et je n'y arrive pas, je peux tout à fait le comprendre. Parce que c'est très particulier. C'est là où tu as raison, ils remettent de la patte Vertigo en fait dans cet univers New 52. Ils gardent complètement un côté un peu brut et un peu underground et un peu complètement indé quoi. Ouais. Donc 20e. Non. Mais donc 20 et 21e alors, parce qu'on classe les deux titres différemment. Ouais, Swamp Ok. Thing et Animal Man ensuite. Mais ouais, moi je mettrais ce duo dans ce coin-là quoi. Non, mais du coup, si on est que nous deux, ça veut dire que ça va être une moyenne. Hein. Ça veut dire bagarre. Ça veut dire bagarre. Ouais. Du coup, toi t'étais où? Moi, j'étais à 10-11, moi. Tu le mets avant Long Halloween. Putain, les mecs, Ah ouais, non, quand même. Ah non, merde. arrêtez de déconner. Mais alors vraiment, juste après, hein. Juste après. Donc avant Red Son. Ouais. Ah ouais, avant Red Son, ouais. Juste après un Long Halloween, donc il serait 12 et 13. 12 et 13, ouais. 12 et 13, je concède, ok. Donc il se retrouve 16 et 17 si on fait la moyenne de ce qu'on faisait. Bah par rapport à moi, oui. Si tu parlais des points en moyenne. 12, 13, et toi t'as dit quoi, 20, 21? Moi j'ai dit 20-21, ouais. Et ben ça fait 16, ouais, 16, 17. Ouais, ça fait 15, 16, quoi. Le premier chiffre c'est toujours un chiffre pair, donc ça fait 16-17. Mais c'est bien essayé, t'as raison. On te retrouve ton côté marchand de tapis, y a pas de problème. N'est-ce pas? Du On coup- peut faire un petit 15 et demi à la rigueur. Fais un point 1 comme chez Marvel. Allez, 16, 17. Allez, 16, 17, ok. Ce qui est bien, c'est qu'on va se retrouver à la fin avec un top qui ne convient à personne. Au lieu de faire un truc, une espèce de consensus pour avoir le truc ultime, on fera le top qui énerve tout le monde, quoi. Et le dernier titre de la liste de Duc du Tromblon, toujours dans la liste Les Outsiders, c'est Green Arrow New 52, avec entre autres Danger Guns et Ignacio Calero. Qu'est-ce que je peux en dire? En fait, les trois, j'ai déjà expliqué dans un live il y a pas longtemps. En fait, les trois premiers tomes sont simplement magnifiques. Je m'étais même trompé dans le live, c'est pas Manapool. C'est Jeff Lemire et Sorrentino au dessin. C'est franchement bien foutu. Urban n'a pas édité les 16 ou 17 premiers numéros, à ce qui paraît, ils ont vraiment bien fait. Yonda est là pour prouver. Dieu nous en garde. Quel que soit le dieu, celui que tu veux, tous. Ouais, celui que tu veux, mais qui nous en garde. Donc Green Arrow, franchement, c'était vraiment bien. Et après, le tome 4 et le tome 5, là, pour finir, ça part un peu en cacahuète. Mais pourquoi tu parlais d'Jürgen dans ta description, Phil? C'est ce que m'a marqué Duc du Tromblon. Bah on parle pas de la même chose alors, parce que ceux-là c'est les premiers New 52 en VO, à ce moment-là c'est Jürgen, mais les premiers en VF, c'est Les meilleurs et Sorrentino, ouais. Ah, donc il m'a proposé de la VO. Et c'est pas paru en VF? Non, Ah, Bah sinon on fait le tome 1 VF. Mais à ce moment-là, c'est plus la même équipe. C'est comme disait Matt, c'est les numéros 17, 23 et c'est Jeff Lemire, Sorrentino.
Ah bah ça marche, hein. Moi je l'ai pas lu donc je pouvais pas savoir, je les ai pas achetés donc je savais pas que c'était pas paru en VF. Et en plus Green Arrow, j'ai du mal à me repérer ses origines. C'est du New 52, c'est avant New 52. Mais non, mais il y a une série télé qui t'explique ça très bien. Bon, admettons que j'ai un petit peu de goût et que je regarde pas cette série télé. Euh, T'as raté ta vie, Phil, t'as raté ta vie. Mais donc, oui, pour répondre à ta question, de New 52, le personnage de Green Arrow est rebooté. Oui, mais est-ce que c'est l'histoire où on voit il atterrit sur l'île et compagnie, ça en fait partie ça ou c'était à part? Ça en fait partie, ouais. Ah d'accord, ok. Parce que ceux-là, j'aimerais bien les avoir, j'arrive pas à les trouver. C'est quoi? C'est quel tome? Tome 1, 2, 3. Ah bah on va parler de ça alors, je les ai pas lus. Mais c'est ce que je viens de faire depuis 2 minutes. Voilà. Ok, très bien. Excuse-moi, vas-y, continue. Tu gardes ce que j'ai dit juste avant et tu l'intercales. Tu coupes nos ricanements et c'est bon. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai lu que le 1. Et j'avais bien aimé, j'ai acheté le 2. Et après, j'ai jamais pris le temps de lire la suite. Et puis, j'ai perdu le fil. Et donc, pour lire le 2, il fallait que je relise le 1. Et puis, donc, j'ai rangé le 2. Et voilà, j'en suis là. Du coup, je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Et je suis pas du tout dans le. Voilà. Mais ça m'avait laissé une bonne impression. Donc c'est cool, le numéro 1 surtout. Moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé, graphiquement, Sorrentino, c'est de la patate. C'est très 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 bien. Il était sur le titre High Vampire juste avant d'être débauché par Jeff Lemire et d'atterrir sur Green Arrow. Depuis, il est parti dans une petite maison qui s'appelle Marvel. On sait pas trop ce qu'il est parti faire là-bas, mais soit. Mais ce qu'il fait sur Green Arrow est vraiment génial parce que voilà, son style graphique qui met l'accent sur certains détails dans certaines cases pour les mettre en avant, etc. est vraiment 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 génial. L'histoire de Jeff Lemire est assez cool. Il joue bien sur la mythologie. Il fait très vite table rase justement des numéros avant. C'est aussi pour ça que Urban a eu la possibilité de squeezer cette partie plus que lamentable des 16 premiers numéros New 52 du personnage. Parce que voilà, Jeff Lemire, dès le premier numéro, arrive et dit bon, alors je vais garder ça de ce qui s'est passé avant. Tout le reste, on s'en fout, on part sur autre chose. Il part sur autre chose, il rajoute de nouveaux éléments à la mythologie de Green Arrow, notamment par rapport à l'île, par rapport à qu'est-ce qu'il y a sur l'île, par rapport à qu'est-ce qui se passe sur l'île, par rapport à quoi c'est lié au personnage, etc. etc. Et c'est plutôt intéressant. C'est pas révolutionnaire, mais c'est bien foutu. C'est suffisamment solide et cohérent pour être intéressant. Alors je suis un petit peu plus... pour moi, la série est allée en descendant. C'est-à-dire que le tome 1 est vraiment bien, le tome 2 est plus moyen, et le tome 3, j'ai un peu l'impression qu'il a vraiment rushé la fin, parce qu'il avait annoncé qu'il partait pour je sais plus faire quoi après, mais que du coup il quittait le titre, et j'ai un peu l'impression que ça a été précipité, même si lui a dit qu'il avait terminé son histoire comme il voulait. Par rapport à tout ce qu'il met en place dans les premiers tomes, je trouve que la fin est un peu rushée, la fin de son run est un peu rushée. Donc qu'on reste sur le tome 1, pour moi c'est très bien, parce que du coup ça reste une bonne lecture qui joue bien avec ce qu'a fait Andy Diggle et Jock sur le Green Arrow année 1. Voilà, en rebondissant bien dessus et en ajoutant ses propres éléments à la mythologie via l'île, comme je viens de le dire, et avec les New 52. Donc c'est plutôt cool. Quant à savoir où est-ce que je le mettrais dans la liste, alors ça va sembler dur, mais je le mettrais juste après Batwoman, en 22. On est d'accord à la casse près. Pas de débat. C'est beau. Pas de négociation. C'est pas beau ça? Heureusement qu'on a annoncé une émission de débat et de polémique. Hein. C'est comme ça qu'on est classé sur iTunes. On va se faire défoncer. Eh bien, merci Duc du Troublon pour ta liste. Merci le Duc. Et merci pour ton action au quotidien, Duc du Tromblon. Carrément. C'est un super mec à suivre sur les réseaux sociaux et hyper intéressant. Et, voilà. Et merci d'être mon ami virtuel, Duc du Tromblon. Et donc on vient de faire une liste DC, donc on va faire une liste Marvel, une liste envoyée par Rémi Marcos, la liste Mariage Marvel. Et merde. Le premier titre c'est Astonishing X-Men 51, le mariage de Northstar. Alors, ce titre, en dehors du fait qu'il met en scène un mariage gay, qu'on a pu communiquer sur le mariage gay à ce moment-là, et que c'est cool d'avoir... tout type de population, d'orientation, de pigmentation de peau, tout ça, machin, et que vive le mariage gay, tout ça, les gens font ce qu'ils veulent, machin. Ce titre n'est pas intéressant,
Et en plus, c'est vraiment le coup de pub facile de dire bon, on va le mettre dans X-Men, on prend un personnage qui est pas vraiment un X-Men, et puis on fait un mariage gay, comme ça la presse dira ouais, un mariage gay dans les X-Men, c'est cool. Après, au-delà de ça, voilà. Voilà, on le met sous blister et puis on rouvre pas la pochette. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu du tout. Je suis homophobe. Donc, je n'ai Et pas belge. Lu. Je n'ai pas lu. Ouais, bah oui, tout à fait. On est pédophile. C'est bien connu. Donc, on notera leur devise pédo, mais pas pédé. En France, c'est égalité, fraternité. Ouais, c'est ça en Belgique. Ouais, voilà. Non, mais je ne l'ai pas lu. Et enfin, moi, je trouvais que c'était de la com de Marvel. Après, voilà, c'était le moment de le faire et ils l'ont fait. Et voilà, quoi. C'est bien joué de Marvel, en fait. C'est tout. On met ça où? On va mettre ça assez bas. Pour le coup de com', je le mettrais 33e après Captain Britain. Ah ouais, pourquoi pas. Allez. Le débat facile. Bah, tu l'as dit, il n'y a rien à dire sur ce titre. C'est ça le problème. Bah non, c'est ça, ouais. C'est juste un coup de com' qui est fait pour avoir une page dans le Washington Post et dans Times. Allez, deuxième titre de la liste mariage Marvel, le mariage de Deadpool. Ah. Moi, je l'ai pas lu. Moi non plus. Pas lu non plus. Ah, Bah, je vais les classer tout seul. Flou numéro 1. blanche pour le guest. Flou numéro 1. Non, le mariage de Deadpool, je l'ai acheté en VO pour la cover qui rassemblait le plus de super-héros au monde sur une cover. C'était pas mal, c'était juste pour le fait de faire le mariage. Maintenant, le mariage de Deadpool en lui-même, bon voilà quoi, c'est juste à faire valoir pour qu'on voit un peu tous les persos, pour voir Wolverine danser avec je sais pas qui, tu vois, voilà. Et donc, où est-ce que tu nous placeras ça dans le top? Ben, je ne sais pas du tout où on en est, Matt. Donc, je vais te placer ça très très loin quand même, parce qu'il faut pas déconner. Je peux te faire un point top. On a Daredevil Born Again, Crisis on Infinite. Oui, non, mais va pas du début. Moi, je vais quand même le mettre, je vais quand même le mettre dans le fond, parce que moi, sur ma liste, j'ai quand même Earth 2 en 19, donc faut pas déconner. À mon avis, il est descendu d'ailleurs. Ouais, Il est 26 là, Hearthstone. Combien? 26. Oh non. 26e. Oh putain. Ouais, bah non, bah alors tu mets le mariage de Deadpool quand même avant ça, quoi, largement. Après, je sais pas jusqu'au combien on va. Bah, dans le bas du classement, on a de 19 Superman Red Son, 20 La mort de Superman. On va faire simple. On va juste le mettre au-dessus du mariage de North Star quand même, parce que je préfère Deadpool. Il est 33e donc. C'est pas un truc que tu peux classer très haut, quoi. Voilà, quoi. C'est chouette à avoir, c'est chouette d'avoir la cover. Voilà, c'était pas transcendant non plus. Ok. Eh bien, il sera 33e. Et donc, il nous reste un dernier mariage à célébrer. Oui. Dernier de la liste mariage Marvel de Rémi Marcos, que nous remercions 10 000 fois. C'est le X-Men Extra 61, l'élu de la Panthère, donc le mariage de la Panthère Noire et Tornade. Je botte en touche. Également, je fais une sortie en touche. Je ne rentre même pas sur le terrain pour ma part. Je l'ai lu, c'est une vieille lecture, et pourtant c'est récent, mais je trouvais que le mariage de la Panthère Noire et Tornade, c'était une bonne idée. Et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble, le côté, lui, roi, avec plein d'obligations, avec plein de responsabilités, et elle qui avait été voleuse, X-Woman, très rebelle, très libre. Et finalement, ils ont gâché une fois de plus Marvel, c'est-à-dire au bout de, je sais pas, même pas un an, ils étaient déjà séparés, ils étaient déjà plus ensemble, ça allait plus. C'était inutile et c'est dommage, c'était une bonne idée. Du coup, où est-ce que tu le mets dans le top? Puisque tu es le seul à l'avoir lu, donc... Je le mets devant Hearthstone. Non, bah, je vais le mettre derrière Deadpool. Non, je vais même dire, on va le mettre derrière North Star, tiens. Allez hop, on va le mettre 35e. Donc t'es moins raciste qu'homophobe. Exactement. Eh bien, nous te remercions pour ta liste. Désolé d'avoir maltraité ta liste, mon petit. Allez, on continue avec la liste de LBC Bricot. Alors, sa liste s'appelle la liste combo. 3 comics qui m'ont marqué graphiquement et scénaristiquement. Ils sont probablement pas les meilleurs, mais bon. 2005, House of M, des dessins très réussis et un scénario épique de Brian Bendis et Olivier Coipel. House of M, c'est, à mon avis, un des derniers Elseworld, une des dernières grosses sagas Marvel réussies. On
fait une variation autour de l'univers, on redesign tout le monde, on redéfinit les rôles. C'est un événement qui va avoir des vraies conséquences. Et des vraies conséquences chez Marvel, ça veut dire que pendant au moins 3 ans, waouh, ça va avoir des conséquences. Ouais, pour moi, c'était un vrai truc réussi. C'est le moment où Bendis venait de reprendre les Avengers, de faire les New Avengers et tout machin. C'est le moment où il avait encore des trucs à dire sur ces personnages-là, avant de se perdre dans une multitude d'événements et d'équipes parallèles et tout ce genre de choses. Moi, je garde un assez bon souvenir de cette saga. Et donc, je pourrais être assez généreux avec ce titre et le placer quelque part entre le 10 et le 15 de notre top actuel. Il se passe quoi déjà là-dedans? C'est la sorcière rouge qui annule... Il y a la création d'un nouvel univers et du coup toute la famille de la sorcière rouge, donc Magneto, Vif-Argent et la sorcière rouge sont à la tête de ce nouvel univers. Et en fait, il faut essayer de comprendre comment est-ce que ce truc-là a été créé et pourquoi la sorcière rouge a fait ça et est-ce qu'elle l'a fait toute seule et est-ce qu'elle sait même qu'elle l'a fait ou est-ce qu'elle est vraiment manipulée. Et c'est ça le fond de la trame de l'histoire. Et quelles sont les conséquences que ça va avoir derrière. Et c'est là où elle prononce No More Mutants et où elle réduit drastiquement le nombre de mutants de l'univers Marvel. D'accord, en fait c'est le prélude au Marvel qui a suivi pendant 10 ans, dans les 10 années qui ont suivi. Je suis même pas sûr que ce soit... Ouais, je crois que c'est avant Civil War. C'est juste avant, ouais. Juste avant Donc il y a Civil War, après il y a Secret Invasion, après t'as Siege, après t'as Fear Itself. Ça commence à être la débauche à ce moment-là. Ouais. Moi, je l'ai lu très tard. Je l'ai acheté en Select, un truc comme ça, quand c'est sorti en Select. Pour le lire, en fait, parce que je l'avais pas. Mais j'ai pas un souvenir, voilà, c'est un peu comme Phil, j'ai pas du tout de souvenir de ce truc. Les dessins sont magnifiques de Coppel. Voilà, le plus de mutants de la sorcière rouge est magnifique. Le monde sur le côté est magnifique aussi, mais bon voilà, j'ai pas plus accroché que ça, j'ai pas un souvenir impérissable du truc en fait. Mais c'est marrant parce que je me souviens avoir bien aimé le début et c'est justement, j'arrive pas à resituer la fin et c'est pour ça que ça me met le doute sur l'endroit où je vais le mettre dans le classement parce que je te dis, ça fait plus prélude à l'univers Marvel qu'une véritable saga en fait. Non mais grosso modo, c'est une période aussi où Marvel a beaucoup fait ça, c'est-à-dire qu'on avait des pitchs qui pouvaient être intéressants et sur lesquels on pouvait développer des choses et dont on ne savait pas quoi faire, il fallait tout rusher parce que l'événement qui arrivait derrière, il fallait commencer à l'installer et donc il fallait balancer un truc tous les 8 mois et tout ça machin quoi. Secret Invasion c'est pareil quoi, le pitch est mortel et en fait l'histoire est nulle. Shadowland c'est pareil, c'est vraiment la mode à ce moment-là quoi, de balancer des idées un peu géniales pour faire des événements et puis finalement une fois que tu as passé l'idée, tu sais pas quoi en faire quoi et donc pan la bagarre et on passe à la suite. Et je vais te dire pourquoi je suis passé à côté, je pense. C'est parce que ce House of M, il est coincé entre les X-Men de Morrison, qui était énorme, et le Civil War de Mark Millar, qui était énorme. Et il fait, à côté de ces deux titres, il fait vraiment petit. Il fait vraiment petit. Et je pense que j'ai un problème avec ce titre, c'est que je le compare, alors que je devrais pas, mais je le compare aux autres. Alors que je devrais le prendre comme une œuvre à part, mais j'arrive pas. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je te dis c'est un prélude. J'arrive pas à me dire que c'est une vraie saga de Marvel. Pour moi, c'est juste une saga à ranger avec toutes les autres sagas qu'ils ont enchaînées, Fear Itself, Siege, etc., etc. En fait, là où je vais te donner raison aussi, c'est que c'est une saga qui s'inscrit dans autre chose. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur ce qui s'est passé avant et qu'elle aura des conséquences pour la suite. Mais en elle-même, elle tient difficilement debout, quoi, parce qu'il va te manquer plein d'éléments pour comprendre cet univers-là. C'est pas une BD que tu peux prendre de façon indépendante, la lire et passer un bon moment, quoi. Je pense aussi sincèrement que c'est quand même un des meilleurs crossovers de Marvel ces dernières années. Enfin, dans ce qu'on peut, si on pouvait classer tous les crossovers, tu vois. Tu le mettrais où celui-là, par exemple? Dans le top qu'on a ici maintenant, en fait, il n'y a pas beaucoup de crossovers Marvel pour l'instant. Il y a Secret Wars, regarde vers le bas. Ouais, ben non, tu peux le mettre quand même au-dessus de Secret Wars. Je l'aurais mis vers les 20e places, moi, tu vois. Ouais, voilà, ouais. 20e. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en fais, toi, Matt? Moi, je l'aurais bien mis en 21e place. Parce que, bon, la mort de Superman, respect, quoi. Ouais, moi, j'aime pas trop la mort de Superman et j'aime bien Batman et Ligi, donc pour moi, déjà, là, il y a un truc qui est à l'envers à cet endroit-là. Mais oui, pourquoi pas. Bon, c'est pas catastrophique, hein. LBC Brico, il va être assez content, je pense.
On a mis une de ses meilleures sagas en 21e position, c'est pas mal. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que les gens nous proposent beaucoup de séries sur lesquelles il y a des choses positives à dire. Si on avait beaucoup de merde, on aurait beaucoup plus de séries bien classées. Mais là, en fait, comme les gens nous proposent plutôt des sagas qui sont cool et sur lesquelles il y a plein de points positifs, bah, si t'as que 40 bons titres, le 39e du top, ça reste un bon titre. Donc, vu les titres qui ont été proposés, 20e place sur 38, ça a l'air d'être une mauvaise note, mais comme il y a beaucoup plus de bons titres que de mauvais titres qui ont été proposés, ça reste une classification assez sympathique. Voilà, c'était la minute comblage de Matt. On enchaîne avec le deuxième titre de LBC Brico, c'est Shazam de Geoff Johns et Gary Frank. Un reboot bien mené et mon dessinateur préféré. J'ai envie de dire aïe. Alors pour moi, Shazam, c'est le titre de la hype. C'est le titre surhypé, ça va être mortel, ça va être machin. Et ouais, c'est bien quoi. Alors je suis beaucoup moins fan que lui de Gary Frank, mais ça date d'un traumatisme que j'ai eu quand il est arrivé sur les titres Willstorm et que du coup il avait un style un peu réaliste et il débutait, c'est-à-dire que les yeux étaient pas souvent bien placés dans les visages et il passait après Campbell ou des mecs comme ça, donc moi ça me piquait un peu. Donc je suis pas hyper fan de Gary Frank. Je trouve que la série autour de Shazam était surhypée et puis je suis trop vieux pour m'identifier à un enfant de 8 ans qui devient un super-héros maintenant, je pense. Je serais pas aussi dur que Matt. Toujours. Parce que pour moi, alors la seule vraie déception que j'ai avec Shazam, si tant est qu'on puisse appeler ça une déception, c'est que pour moi ce titre est un très bon prélude à une série Shazam. Et sauf qu'on a pour l'instant jamais eu de série Shazam derrière. Mais après, je trouve que ça fonctionne bien. Ce que fait Geoff Johns avec le perso. J'aurais aimé un petit peu plus au niveau de la Shazam Family. Là, on est vraiment très en surface par rapport à ce qui avait été fait avant. C'est dur de comparer le Shazam New 52 avec le Captain Marvel pré-New 52 parce que c'est vraiment différent pour moi. Mais Shazam de Geoff Johns, Gary Frank, c'est quand même solide quoi, parce que l'histoire est efficace. C'est typiquement le genre de bouquin que tu peux donner à quelqu'un qui a jamais lu de comics et il n'a pas besoin d'avoir un bagage de ouf pour comprendre les enjeux, qui fait quoi et qui arrive, etc. Le personnage est fun, c'est bien dessiné. Gary Frank fait du bon Gary Frank là-dessus. Et non, pour moi c'est cool hein. J'ai une question de spécialiste, puisque pour se transformer, il doit dire son nom, il doit dire Shazam en fait. Est-ce que quand il dit son nom, il redevient un enfant? Bonjour, je m'appelle et il a plus de poids. Non, je sais pas comment il redevient. Non, c'est Shazam. C'est en le disant à l'envers. Ah non, c'était sur Terre 3 ça. Mais après le truc c'est que je serais moins dur que toi Matt. Pour autant, on est à peu près dans le même classement. Parce que même si c'est plutôt bon, c'est pas un classique. Ouais, on tourne vers le 15 quoi. Ah ouais non attends putain, il y a Red Son est mort de Superman quand même. Et les gars, je l'ai lu aussi les gars. Ah ben alors vas-y Twip. Moi je l'ai lu aussi monsieur. Dis-nous, comme ça je vais réfléchir à où est-ce que je le placerai. En fait, je voulais recentrer le truc. Shazam, donc New 52, en fait ça sortait dans Justice League, c'était la backup. Donc en fait, on avait les petits morceaux d'histoire à la suite de l'histoire principale. Exact. Donc ça sortait pas vraiment, tu vois, c'était une backup. C'était pas une histoire qui sortait toute seule. Mais en fait, c'était une backup que j'attendais. Quand je lisais Justice League en VO, je voulais absolument lire ce qui se passait dans Shazam. Moi, Shazam, je le connaissais pas. J'étais complètement novice là-dedans. Donc quand je l'ai... Tu peux dire vierge. Ouais, carrément. Et quand je l'ai vu, l'origine story, moi je trouve qu'elle est vraiment sympa, donc c'est un chouette titre. Et Gary Frank, en plus, j'ai une photo avec lui, donc moi, quand même, je le classe bien, quoi. C'est marrant que Phil l'ait pas lu, c'est une histoire avec un enfant, c'est bizarre. Il est trop grand, il est trop vieux déjà. Et puis j'en ai marre de mettre des gamins dans mon coffre et quand j'ouvre, il y a un mec musclé qui sort, quoi. Il est quand même assez nerveux comme gamin en plus, donc faut faire attention. Non, mais je le mets quand même en dessous de Earth 2. Faut pas que Earth 2 descende trop, donc je sais pas où vous le mettez, vous.
Moi, je l'aurais mis 24e au-dessus d'Identité secrète. Ouais, est-ce que c'est mieux que Green Arrow? Pas sûr. Mieux qu'Identité secrète? Oh si. Ah, Identité secrète, ça marche bien. Moi, je l'aurais mis quand même juste après. J'aurais mis 25. On sera pas Je crois que d'accord sur je vais aller dans le sens de Yonda quand même. J'aime bien, mais je crois que Et voilà. l'identité secrète, c'est quand même mal classé, je pense. Alors là, je suis entièrement d'accord, c'est la faute à Matt. Et je suis d'accord, c'est de ma faute. Mais j'étais pas là. J'étais pas dans cette émission. On a préféré prendre un youtubeur Marvel, je sais pas c'est qui, voilà. On a pris un mec qui fait des vidéos, excuse-nous. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, qui fait des vidéos, c'est vite dit aussi. Dernier titre de la liste de LBC Brico. C'est un titre de 2012, c'est Batman, la cour des hiboux. Et donc il nous dit: ici aussi le combo dessin et scénar est parfait, un Batman poussé dans ses retranchements par Scott Snyder et Greg Capullo. Alors, j'ai une petite question avant de donner mon avis. Qui l'a lu? Où est-ce qu'on s'arrête? Voilà, où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on prend du coup juste le tome 1, c'est-à-dire la moitié de l'arc de la Cour des Hiboux, ou est-ce qu'on prend Cour des Hiboux plus Nuit des Hiboux, donc tome 1 et 2, pour avoir l'arc scénaristique complet? Sur quoi qu'on juge? Bah, le titre, c'est La Cour des Hiboux, donc on prend les 2 tomes, quoi. Ah mince. Ah, moi, j'ai bien aimé du début à la fin. J'ai lu ça en VO, en VF. Certains diront que c'est peut-être le meilleur travail de Snyder sur le New 52 sur Batman. Donc voilà, moi je crois que je l'ai même en 3 exemplaires d'ailleurs, ce truc, c'est en noir et blanc. Moi j'ai ultra kiffé, c'est une super histoire, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est top, ça va être dans le top 10 je pense ça. Le résumé du bousin, c'est le relaunch du coup de Batman dans les New 52. C'est donc la nouvelle incarnation de Batman. On découvre un Bruce Wayne qui est toujours très lié à sa ville. Et en fait, le pitch, c'est que Bruce Wayne et donc Batman vont découvrir qu'il y a une sorte d'entité, de secte qui se cache au sein de la ville et que finalement, peut-être que Batman ne peut plus vraiment avoir autant confiance en Gotham que ce qu'il avait jusqu'à présent. Et qu'est-ce que fait le héros de cette ville au moment où la ville a l'air de se retourner un peu contre lui? Il se rend compte notamment que sur plein de bâtiments importants, le 13e étage va héberger des choses qu'il ne connaissait pas. Et quand tu es la figure mythique de Gotham, te rends compte qu'elle avait encore des secrets pour toi. C'est un peu dur pour lui. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça peut être le meilleur travail de Snyder sur les New 52. En plus, j'étais hyper chaud de voir ce titre parce que j'étais un gros lecteur de Spawn et donc voir Capullo arriver sur Batman, pour moi, ça commençait à ressembler à un titre All-Star. Je trouve que le titre va condenser en plus tous les défauts qu'on va avoir sur le travail de Snyder. C'est-à-dire que grosso modo, ça part hyper bien et que ça finit un peu parce qu'il faut que ça finisse, quoi. Et souvent, c'est le reproche que je peux faire à Snyder sur plein de titres, que ce soit en mainstream ou en indé. Je trouve que souvent la fin est un peu ratée et bâclée. Et bien, cela ne nous décevra pas, c'est bien le cas ici. Il y a plein de trucs hyper intéressants. On pourrait en faire quelque chose qui existe en tant que tel. Ça va avoir beaucoup de répercussions sur les séries de la Bat Family. Le personnage de l'Ergo va revenir en plus derrière. Il y a une histoire de filiation avec le personnage de Nightwing qui rentre en ligne de compte. Il y a plein de choses avec lesquelles on joue qui sont plus ou moins bien dosées. Et ce qui fait que au premier tome, en commençant le bouquin, je me suis dit putain, ça va être la branlée. Désolé pour ce langage fleuri. Et qu'en fermant le tome 2, tu dis ah ouais, bon bah ok, bon bah on va voir la suite maintenant. Et c'est pas le gros kiff annoncé pour moi. Je suis content d'avoir lu ça et je l'ai comme toi en 2 ou 3 éditions. Mais le problème, c'est qu'on a lu le reste, quoi, tu vois. Et quand on a lu le reste, ben, on se dit que La Cour des Hiboux, c'était quand même pas mal et que c'était vraiment bien, en fait, même jusqu'au bout. Même si c'est vrai que les fins de Snyder sont pas top. C'est une période où il y a beaucoup d'idées, tu vois. Il y a cet épisode labyrinthique où il faut que tu tournes ton bouquin pour pouvoir suivre l'histoire parce qu'il faut perdre le lecteur comme Batman est perdu lui aussi. Il y avait des idées dans la construction du bouquin, dans le fait de remanier la ville, dans on va trouver des ennemis. Le hibou parce que le hibou ça mange des chauves-souris, enfin il y a plein de trucs un peu rigolos et de détails un peu marrants là-dedans, quoi. Mais ça ira jamais plus loin que ça. C'est le top de ce que peut faire Snyder sur Batman visiblement.
Non, pour la fin, ouais, je te rejoins complètement. Scott Snyder, il me fait penser à Hickman chez Marvel, c'est-à-dire si je te raconte l'histoire, tu vas te dire waouh, c'est génial, je veux absolument lire ça. Et quand tu vas le lire, tu vas dire ah ouais, bof, c'est vrai que la cour des hiboux ça part à 200 à l'heure. Et plus tu avances dans le bouquin, et ben plus tu es déçu parce que tu attendais autre chose. Mais c'est vrai que Scott Snyder, tout son run sur Batman m'a déçu, mais surtout uniquement ses fins en fait. Uniquement ses fins parce qu'à chaque fois il a la bonne idée, il pense à des choses que les autres scénaristes n'ont pas pensé, notamment cette histoire de secte cachée dans Gotham, et finalement il en fait rien. Je vous rejoins un peu à Matt et Phil. Dans le sens où j'ai Mais pas le belge. Oh, merde. mais parce Sale que raciste de ouais français. je suis resté sur ma fin avec la fin. Parce que et c'est pour ça que je posais la question au début de savoir si on prenait en compte uniquement le tome 1 ou alors le tome 1 et 2, parce que arrivé à la fin du tome 1 je me suis dit mais c'est de la dinguerie, Grave. parce que y a des idées qui sont excellente au niveau de la menace de la cour des hiboux, de la façon dont elle est intégrée à la ville, de la façon dont elle est intégrée à la mythologie de la ville, et donc par extension l'analogie qui est faite avec le personnage de Batman, le hibou, la chauve-souris et tout, ça c'est génial. La façon dont Batman est poussé véritablement dans ses derniers retranchements, voilà, arrivé à la fin du tome 1, il est en galère, et il est vraiment, on sent une vraie menace, et en plus de ça, une menace inédite pour l'occasion. Donc c'est, il y a des idées de construction, voilà, effectivement, comme tu disais, Matt, le numéro dans le labyrinthe où il faut tourner, et où au fur et à mesure du labyrinthe, Batman en plus s'enfonce dans la folie, et ça se voit même visuellement, au-delà de la mise en page, on a des retranscriptions graphiques qui sont hallucinantes au niveau de son visage. Vraiment, il pète les plombs, et ça se voit, quoi. Et donc, arrivé à la fin du tome 1, je me suis dit, mais comment ça va finir? C'est un truc de ouf. Et puis bah en fait non, c'est pas vraiment un truc de ouf. Et ce qui est dommage, c'est que même voilà, l'histoire de filiation avec Dick Grayson, ça aussi c'est hyper malin, mais ça sert juste dans le cadre du crossover, et puis après on s'en fout, c'est complètement zappé. Le personnage et la mythologie des Talons et des Ergots qui revient après, puisqu'un personnage va avoir droit à sa série derrière, et qui finira en plus de ça, le personnage, par intégrer Batman Incorporated. Il y avait plein de choses à faire, et dans le tome 1 ça lance plein de pistes, et 80% sont abandonnés dans le tome 2, ou voire même sont complètement zappés, et du coup ça c'est un peu frustrant, parce qu'on retombe sur quelque chose de beaucoup plus classique dans le tome 2, ce qui n'était pas la promesse du tome 1. Et il y a effectivement un petit peu de ça dans les histoires qui suivent sur les tomes d'après, plus ou moins. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu par la fin, et notamment cette espèce de révélation finale. Ouais, à ce moment-là, j'étais bien plus intéressé par les backups qui se focalisaient sur Alfred, et sur ce qui se passait autour d'Alfred et autour de son passé, que je trouvais hyper bien foutu. Mais du coup, alors je sais pas si c'est le meilleur travail de Snyder sur Batman New 52. Calme-toi. Tu vas dire une bêtise. Ça demanderait un peu réflexion quand même. Mais on est dans du très très haut. Mais bon, la fin quand même, zut quoi. Zut, flûte. Moi, je le mets 13e après Injustice. De 12e avant Injustice. Allez, avant Injustice. Entre un long Halloween et Injustice? Ouais. Le même que Matt, moi aussi, allez. Et pour du Capullo, ça me fait mal. Ah, c'est quand même du très lourd classique au-dessus, hein, donc c'est vrai que c'est ouais. difficile de monter plus haut. Allez, 12e. Je vous avouerai que moi je le voyais beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. T'as pas aimé toi en fait? Non, parce que c'est trop facile d'écrire des histoires et de se dire bon, j'ai pas la fin, on verra. C'est soit tu as tout du début, un peu comme fait Alan Moore. Bon, tout le monde ne peut pas être Alan Moore, mais soit quand tu écris la première page, tu sais ce qui va se passer à la dernière. Tu te lances pas dans des trucs comme ça, tu lances pas des trucs géniaux pour qu'à la fin finalement ça serve à personne. Quand tu passes sur Daredevil après Frank Miller, tu peux pas faire la passe, alors que le prochain scénariste qui va passer derrière Scott Snyder, il pourra zapper quasiment tout ce qu'a fait Scott Snyder, parce que c'était vraiment de
de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Bah, il peut le faire aussi parce qu'il y a un presque reboot. Donc, Oui, enfin, je veux dire, admettons que DC arrête de faire la facilité de rebooter tous les 2 ans et demi. Voilà. Il pourrait se passer de ce qu'a fait Scott Snyder sur Batman ces dernières années. Qu'est-ce que c'est que cette diffamation absolument honteuse et erronée? Il y a un reboot tous les mois quasiment. Mais je m'inscris en faux, monsieur? t'imagines les mecs, ils arrêtent de s'emmerder, ils sortent que des numéros 1. Tous les mois, t'as un numéro 1, ce serait ouf. Eh bien, on a fini la liste de LBC Brico, que l'on remercie. Merci LBC Brico. Bah, j'en profite, tant qu'on a 2 minutes, j'aimerais remercier Nolan7789 et Noël Le Marchand qui m'ont envoyé des listes, mais c'est surtout des gros runs, donc on va peut-être pas les faire, qui me renvoient une liste en précisant quel numéro ils veulent qu'on parle, parce que c'est vraiment des gros runs. Pour donner un exemple, par exemple, il y a le run de Morrison sur Batman. Et c'est vraiment trop large. Le run de Claremont sur les X-Men. Voilà. Donc ils me renvoient une autre liste en précisant de quoi ils veulent qu'on parle, parce que c'est vraiment trop large. Et aussi parce que certains des titres qu'ils ont nommés sont déjà passés. Voilà. On continue avec la 6ème liste, celle de Kaye Gianni. Alors le premier titre, il est de 1987, c'est Spider-Man, la dernière chasse de Craven, par J.M. de Mathéis et Mike Zeck. Et il nous dit parce que c'est la plus batmanienne des histoires du tisseur. En fait, la dernière chasse de Craven, quand on est fan du tisseur, c'est une des histoires en fait qu'on doit lire absolument. C'est déjà Spider-Man, il a son costume noir, donc c'est ultra badass. C'est pas le symbiote, mais c'est son costume noir, on s'en fout. Les dessins de Mike Zeck, c'est les années 80, d'accord, mais on est quand même sur du très très lourd par rapport à l'époque, justement, que je n'aime pas trop d'ailleurs dans les comics. Ouais, je sais, excuse-moi, Phil, pardon. J'espère que tu me pardonneras un jour. Mais donc voilà, c'est vraiment une histoire qui va très très vite à lire. C'est 6 numéros qui étaient parsemés en plein de petits Spider-Man. Il y avait du Web of Spider-Man, de l'Amazing, il divisait comme d'habitude. Mais franchement, c'est une des meilleures histoires de Spider-Man, en tout cas une ancienne histoire de Spider-Man que j'ai lue et que j'ai ultra kiffé. Donc Craven a réussi à chasser toutes les bêtes. Il lui reste Spider-Man. Et il arrive à l'avoir, en fait c'est pas un spoil, donc il tue Spider-Man. Et donc Spider-Man n'apparaît pas quasiment, du moins plus tard. Et Craven va prendre la place de Spider-Man. Et j'en viens à ce que je voulais dire, c'est du supérieur Spider-Man avant l'heure en fait. C'est simplement ça. Il a pompé le supérieur Spider-Man en fait en prenant la dernière chasse de Craven. Comment il s'appelle encore ? Dan Slott, voilà. C'est vraiment ça, c'est le même principe. Donc Craven remplace Spider-Man et fout le bordel en fait carrément, parce que bon, Craven c'est pas trop Spider-Man, il est méchant. Et le tisseur va devoir faire quelque chose pour ça, je ne dirai rien d'autre. Mais en tout cas, c'est super cool. Ça nous amène où dans la liste, ça ? Y a personne d'autre qui l'a lu. Bah si, Matt et Phil, ils l'ont lu tous les deux. Si, moi je l'ai lu, mais étrangement, j'ai pas aimé les dessins parce que ça donnait l'impression de quelqu'un des années 70 qui essayait d'imiter le dessin des années 80. Et en plus de ça, j'ai pas retrouvé le Spider-Man que j'aimais, c'est-à-dire il n'y a pas une dose d'humour, mais alors pas du tout, c'est vraiment très très triste. Et c'est limite arrangé avec le titre de Hulk qu'on a vu tout à l'heure, si t'as pas ta boîte d'antidépresseurs en lisant ça, tu peux mal finir, vraiment, faut faire gaffe les enfants. Bah ça, en fait, c'est vraiment une histoire noire, c'est pour ça qu'il a son costume noir, tu vois. C'est vraiment... Mais Phil n'aime pas les noirs. C'est vraiment... ouais, en plus. Ah si, le mariage de T'Challa, il a bien aimé. Mais parce qu'ils restent entre eux, donc voilà. Je suis pas très vieux comics en fait, mais cette histoire-là, le rythme est vraiment bien, c'est vraiment bien foutu. Il y a un fil rouge avec un autre méchant de Spider-Man en même temps, qui vient jouer un rôle très important. Je trouve que c'est quand même bien foutu en fait. C'était noir, c'était bien noir. Bon, moi je suis un peu décomplexé puisque Phil a dit du mal d'un vieux comics, donc je peux y aller. J'ai dit pendant les épisodes précédents que je suis pas très branché vieux comics, et typiquement celui-là fait partie de ces titres que j'ai lus entre guillemets pour le boulot. Quand le truc est ressorti et qu'il a fallu faire une chronique,
que l'éditeur me l'a envoyé. Donc, quand on reçoit des bouquins, on est un peu obligé de les lire et d'en donner son avis. Franchement, je me souviens que le dessin était avait un peu vieillissant. J'allais dire vieillot, mais c'est pas ça en fait. Un peu daté. C'était un peu daté, un peu old school. Et je ne sais plus de quoi parle le titre. Ça ne m'a absolument pas marqué. Et j'ai dû le lire il y a 2-3 ans, tu vois. Et pour un classique, c'est un peu dommage. Donc j'ai du mal à... Je ne vais pas vous dire où je le mets dans le top, puisque c'est compliqué pour un titre dont, en résumé, je ne me souviens pas. Mais probablement, ça ne devait pas être le Spider-Man... que je pouvais aimer, quoi, tant en termes de dessin qu'en termes d'histoire. Donc voilà pourquoi je préfère voter blanc et m'abstenir, puisque sinon je serais obligé d'avoir la main lourde et peut-être qu'en relisant le titre, je le regretterais. C'est l'expression main lourde qui vous fait rire, Mister Yanda ? J'aime beaucoup l'expression main lourde parce que je la trouve très imagée. Et avoir la main lourde, ça tombe, quoi. C'est ça, c'est avec le dos de la main morte, quoi. Phil, tu le mets où alors ? Je le mettrais sous identité secrète en 26e position. Tu le verrais plus haut, toi ? En fait, il y a tellement du lourd au-dessus, c'est de plus en plus difficile. Ouais, pour les prochaines listes, essayez de nous proposer des titres de merde, c'est plus facile à classer pour nous. Qu'on étoffe un peu le bas de classement. Du moment que c'est en dessous d'Hearthstone, moi c'est bon. Ok. Alors, tu me diras, c'est pas bien loin d'où j'étais, donc tu veux qu'on le mette en 30e position, derrière Hearthstone ? Ah ouais, derrière Hearthstone, ouais, c'est clair. Moi, je peux pas cautionner ça. On continue avec la liste de Kaie Gianni. Je sais pas si on dit Kaie. Un titre de 2006, c'est Next Wave, Agents of Hate, de Warren Ellis et Stuart Immonen. Parce que trop méconnu à mon goût, d'après Kaie Gianni. J'adore ce titre, c'est un titre de... Alors, plaçons le contexte. C'est un titre de Warren Ellis, et c'est un titre qui est dessiné par Stuart Immonen, mais le Stuart Immonen d'avant. Celui qui savait quand même gratter, mais qui avait un style un tout petit peu moins classe que ce qu'il fait aujourd'hui sur les X-Men. Et du coup, c'est une équipe de losers, mais qu'on a déjà vu. C'est-à-dire qu'il y a Monica, la Captain Marvel des années 80, Black, qui se transformait en éclair d'énergie. Il y a Big Bang, qui était une nana qui était dans les Nouveaux Mutants. Il y a un type qui s'appelle Captain, parce qu'il n'a jamais réussi à trouver un nom, et qu'à chaque fois qu'il voulait déposer Captain quelque chose, c'était pris dans l'univers Marvel et qu'il se faisait casser la gueule. Il y a Machine Man, donc un autre personnage secondaire. Et puis Bloodstone, qui est la fille de Bloodstone, qui est un chasseur de monstres. C'est l'équivalent de Van Helsing, en fait, dans l'univers Marvel. Et il se retrouve à devoir lutter contre une sorte de groupuscule qui est composé de robots et qui voudrait reprendre un peu le contact sur le monde, mais à la façon d'une entreprise en fait. Et c'est écrit avec un décalage qui ferait passer, à mon avis, et je sais que cet exemple va parler à Phil puisqu'il en est friand, à mon avis ça fait passer les Vengeurs de la Côte Ouest pour une bande de notaires. Et donc qui sont extrêmement stricts et sérieux. C'est-à-dire que c'est foutraque, rigolo, il y a des punchlines dans tous les sens, les situations sont toutes plus abracadabrantes les unes que les autres, et en fait ça donne un côté, c'est que des héros un peu du coup miséreux, mais il y a un côté hyper jovial et bon enfant et tout, c'est une bande de losers magnifiques en fait, et ça prête pas du tout à conséquence, parce que puisqu'il y a le ton de l'humour tout le temps, tu te dis que forcément c'est pas canonique, et on se permet de faire plein de choses là-dedans. Ils se battent contre une sorte d'agence qui pourrait être une version parodique du Shield, avec un directeur que tu vas trouver dans son bain avec son petit canard ou ce genre de choses. Enfin, il y a plein de conneries comme ça, un peu à toutes les pages. Il y en a pour tous les goûts, et c'est hyper cool à lire. Par contre, ça débouche sur rien, mais c'est hyper cool à lire. Tu m'as mis une de ces hypes. C'est complètement absurde, c'est complètement décalé, mais c'est bien fait. C'est du nanar volontaire en comics, je trouve. Après, comme dit Matt, c'est pas non plus canonique, c'est pas l'histoire indispensable. C'est même, j'ai envie de dire, un peu con sur les bords. Donc, et les dessins, à chaque fois, ils sont arrangés pour les mettre dans des positions super héroïques. Une fois qu'ils ont fini de tirer, ils prennent la pose et tout. Enfin, je te dis, c'est du nanar assumé. Ouais, ils sortent de la navette, ils sont tous en position de vol et tout. Il y a que ça emprunte à tous les codes, quoi. Et non, mais c'est hyper. En fait,
ça fait partie de ces comics rigolos, un peu comme Deadpool, un peu comme Harley Quinn et tout ça machin, mais c'est écrit par Warren Ellis. Donc tu as cette finesse et ce sens voilà, du rigolo et du décalage et du trashisant et de bousculer un peu des conventions et tout, que tu trouveras pas chez des gens qui vont avoir moins de bouteilles et moins de talent que ce grand monsieur des comics. Et voilà. Et il a raison quand il marque ça, c'est vraiment injustement méconnu. Et c'est sorti en 2 albums 100% chez Panini en VF, il y a bien 10 ans, donc bon courage pour les trouver. Mais hypez-vous sur ce titre, franchement c'est une très très saine lecture. Je veux pas l'affront, monsieur Yanda, de vous demander si vous avez lu ce genre de littérature, n'est-ce pas ? Absolument pas, monsieur. Et monsieur Twip, étant donné que vous m'avez signifié votre hype nouvelle, je peux en conclure que vous découvrez ce titre avec nous. Tout à fait. Il va se retrouver haut. Hein. En fait, la question qui me tarabusque, c'est, pour pouvoir le placer, c'est est-ce que je préfère relire ça ou relire Red Son ? Si je préfère relire Next Wave à Red Son, comme c'est le point qui me bloque, comme je préfère de toute façon Next Wave à Animal Man, je préfère Next Wave à Swamp Thing, je préfère Next Wave à Planet Hulk, il se retrouverait 14e du top. Donc assez bien classé. 20e, c'était bien. Est-ce que tu veux le mettre sous Planet Hulk ? On fait un compromis. En 17. C'est vrai que pour du rigolo, c'est bien fait. Aujourd'hui, si tu veux lire du rigolo, tu lis Deadpool, tu lis Squirrel Girl, tu lis Harley Quinn, et c'est vrai que c'est pas comparable parce que c'est beaucoup mieux fait quand c'est Warren Ellis qui s'en occupe. En même temps, c'est pas non plus de la grande lecture. Non, c'est pas de la grande lecture, mais je le passe sur sur de l'envie de relecture, tu vois. Si tu mets tous ces trucs, s'il fallait classer tous les bouquins dans l'envie que je pourrais avoir de les relire, je vais avoir plus envie de relire Next Wave que de relire Futur Imparfait aujourd'hui, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette zone-là, en fait. Oh. allez, je vais le mettre 15e, ça te va ? Et bah c'est la place que je lui destinais, donc ça me va tout à fait. Wouhou ! Voilà, parce que j'ai envie que le LOL passe devant Futur Imparfait. Non à la déprime. Exactement. Non à la tristitude. Non à la morosité. Et le dernier titre de Kaye Gianni, Aquaman New 52, le run de Geoff Jones, soit les 3 tomes d'Urban, plus l'event Throne of Atlantis. Il nous dit, parce que moi je l'ai pas lu, donc il nous dit, parce que c'est une démonstration de comment remettre un perso dont tout le monde se fout sur le devant de la scène et avec classe. C'est un peu ça. C'est effectivement un des personnages qui a au mieux bénéficié au départ des New 52, clairement c'est Aquaman. Parce que Geoff Jones a, encore une fois, après avoir fait un truc super cool sur Flash, après avoir fait un truc, n'en déplaise à Matt, super cool sur Green Lantern, là avec les New 52 il arrive sur Aquaman. Et un personnage qui bénéficiait à ce moment-là d'un... Enfin, vraiment, les lecteurs hardcore de comics pouvaient trouver quelque intérêt à ce personnage parce que c'était quand même il avait déjà un côté un peu badass, etc., qui était cool. Mais là, Geoff Jones en a fait quelque chose qui parle au plus grand nombre. Voilà, vraiment, c'est ça, en redonnant ses lettres de noblesse. Les histoires qui sont proposées sont pas des histoires complètement extraordinaires et vraiment marquantes, mais ce sont de bonnes histoires avec un personnage qui en jette dans un univers qui est cool et ça fonctionne très bien. Donc et puis en niveau image, il avait fait appel majoritairement de mémoire à Ivan Reis et après Paul Pelletier un petit peu aussi. Et pareil, ça tabasse quoi. Donc non, c'est très sympa. Aquaman, c'est pas on n'est pas dans du classique. Mais on est dans du très bon dépoussiérage de personnages à l'aura ridicule et très peu respectés pour en faire quelque chose de fort, quoi. Qui est d'ailleurs apparu après avec le crossover Throne of Atlantis dans Justice League, où la série Justice League souffrait à ce moment-là d'un deuxième arc qui était un peu moins bon que le premier, qui vraiment tapait fort. Le deuxième arc est un peu plus mitigé. Et ça a vraiment insufflé un gros retour vers le haut de la série Justice League avec cet arc Throne of Atlantis et qui faisait intervenir notamment Orm, donc un des Némésis d'Aquaman. Et non, c'est cool, c'est vraiment cool ce que fait Geoff Jones. Après, on n'est pas dans du classique comme je dis, mais
Mais pour moi, ça tient plus ses promesses que Batman la cour des hiboux. Je vois ça j'ai ça dans le top sous les yeux. Pour moi, voilà, le contrat est mieux rempli avec Aquaman qu'il ne l'est avec Batman la cour des hiboux. Donc, on est tous d'accord, Yanda a été enlevé et remplacé par un clone. Ce n'est pas lui. Non, mais si tu prends sur la globalité du truc, la Batman, la cour des hiboux, j'ai été déçu de la fin. Même si la première partie est vraiment géniale, Aquaman, le seul truc qui m'a déçu, ça n'a pas été publié en VF. Donc voilà, la série est cool. Donc on est en tout cas, on est dans ces eaux-là, quoi. On est, Dans ces eaux-là. n'est-ce pas? Ah, merci. Merci. Ouais, on est dans le 12-14, quoi. Par là. Bagarre. Moi, ça marche pas du tout. Alors, je suis pas... postulat, je ne suis pas du tout client des personnages marins. Le plan, on va se battre avec des poissons et les trucs rémentales, les méchants machins, voilà, déjà ça marche pas. Le fait, tu dis on redonne du panache et tout ça à ce personnage. Moi, ce qui m'a marqué dans cette série, c'est que les mecs passent leur temps à dire ah, tu parles avec les poissons, tout le monde le prend pour un naze et tout machin. J'ai du mal à piger comment tu redonnes du panache à un personnage en le mettant en scène que dans des situations où tout le monde se fout de ses gueules parce que c'est poisson. Il se souvient même pas de son nom, il l'appelle Poisson Man ou un truc comme ça. Il y a des plans où il arrive, je l'ai lu au moment où c'est sorti, hein, je l'ai pas relu depuis, mais dans le tome 1 de mémoire, il y a un plan où il arrive avec sa meuf dans un resto et où les gens se foutent ouvertement de sa gueule, quoi. Et tous les clients du dîner. Donc, Mais c'est méta, ça. Ouais, probablement. C'est une référence méta justement au statut du personnage à ce moment-là, qui est un personnage dont très clairement tout le monde se fout, lecteur inclus. Et bah moi aussi. Moi, ça fait partie c'est mon coup de cœur du New 52, c'est Aquaman. C'est tout simplement, je trouve, le truc le mieux, en fait, du New 52. Je vais passer pour un vieux con, alors, c'est ça. C'était beau, c'était bien écrit, franchement, c'est magnifique, quoi. Je vous accorde que Ivan Reis nous craque la rétine. Ça faisait un peu Game of Thrones dans le fond de l'océan, tu vois, c'était vraiment... c'était cool, quoi. Il y avait vraiment une histoire qui était prenante. Il y a des nichons ? Des nichons, ouais, Yamera aussi, tu vois. Ah, vous me le vendez bien, là. Tu parles de Game of Thrones Et vous le mettez où? Ah ben, il va être quand même bien classé pour moi, en tout cas. Si tu pars, pour moi, si tu pars du haut du classement, ça tient pas la comparaison avec Crisis, Batman Year One, Kingdom Come, Dark Knight Returns, Killing Jokes, tout ça, non. Ouais, bien sûr. T'arrives quand même sur du 10-11, non? Il y a quoi en 10-11 là pour l'instant? À 10-11, t'es sur Old Man Logan, un long Halloween? Non, quand même pas. La cour des hiboux, Injustice, Punisher. Bah voilà, non. Donc en fait, moi tu peux le mettre au-dessus d'Injustice pour moi. En 13 donc, entre la cour des hiboux et Injustice. Bah un peu plus haut que la cour des hiboux, alors juste un cran. Donc 12 alors, entre un long Halloween et la cour des hiboux. Ouais, fais ça, ouais. Eh bien écoute, ça me va. Eh bien, ils sont deux, donc c'est acté. Faut que je le relise alors. Eh ben, faut que je le lise tout court, moi. On rush une dernière liste, les gars? Allez, en speed. Vous vouliez du fan de tableau? Ben, on va en trouver une, là. C'est une liste qui s'appelle mon top 3 de tous les temps et de toutes les lignes temporelles. Elle m'a été envoyée par un jeune youtubeur, MC Tweep. Et on commence avec The Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Aïe aïe aïe. Et après, comment veux-tu que je classe mon classement? Tu vois ce que je veux dire? Non mais on va s'en charger. Ah d'accord, ok. Bah, je vais y aller, merci, au revoir. Donc ça fait partie de ton top 3 parce que Brian Hitch, je veux pas dire, mais sur The Ultimates, il s'est scotché le stylo au bout de la bite et il a secoué ça au-dessus d'une feuille blanche. Non. Ah non. Ah, l'image est excellente. L'image est formidable. Tu confonds avec Justice League Rebirth. Il l'a fait dans sa voiture comme Rob Liefeld. Voilà, en produisant. The Ultimate, on est très très haut. Très très haut. Pour moi, c'est la branlée totale. The Ultimate, quand ça sort et que c'est réédité, en général, j'en achète plusieurs. Et c'est le comics que j'offre aux gens qui lisent pas de comics, en fait. Pour leur montrer que tu peux en prendre plein la rétine, avoir des personnages qui ont une caractérisation sympa. Il y a des défauts. Il y a des trucs qui vieillissent mal dans ce qu'a proposé Millar dans cette série. Mais The Ultimate, voilà, c'est la réinvention des Avengers, à quoi ressemblerait l'équipe si elle avait été écrite
est inventé chez Marvel au début des années 2000 et c'est la branlée quoi, et tout est bon et les personnages sont intéressants, l'histoire est cool, ça joue avec des thèmes de société, les personnages sont adultes, ils ont des problèmes, il y a un peu de sexualité, il y a un peu de drogue, il y a un peu d'incompréhension, il y a un Tony Stark qui est vraiment alcoolique, il y a un Hank Pym qui bat sa femme, il y a c'est la branlée totale quoi, et c'est une leçon de comment on introduit un univers comment on crée un univers super héroïque avec les codes d'aujourd'hui quoi, et ça marche pas mal. J'ai pas beaucoup de gens pas satisfaits quand je leur offre ce bouquin. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé au début des années 2000, mais Marvel, ils étaient vraiment touchés par la grâce, quoi. Tous les titres étaient bons, et même leur univers parallèle, les Ultimates, ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai lus dans ma vie. C'est incroyablement bon, et je sais pas si tu l'as lu, Yanda, mais si tu l'as pas lu, faut absolument que tu le lises. C'est absolument énorme, et surtout, t'as besoin de rien pour comprendre, parce que c'était le début d'un nouvel univers, t'as pas besoin d'avoir lu 10 000 bouquins avant, il y a juste une légère référence à Spider-Man, ça dure une case, et c'est tout. Et après, tu lis ça, mais c'est la naissance d'une équipe de super-héros qui n'a pas de menace. Du moins au début du bouquin, c'est la première partie excellente, parce qu'ils sont dans leur base, ils se font chier, ils se disputent entre eux, et c'est juste excellent. Et t'as une vraie caractérisation de personnage, c'est-à-dire que Captain America, il a été décongelé de la guerre, donc il est vraiment dans une époque où il pige pas les codes de la société, et du coup, il est un peu réac, mais malgré lui, quoi. Tony est vraiment alcoolique, on l'a dit. Hulk, Hulk, il a pour le coup de vrais problèmes d'identité. Hank Pym, voilà, il est névrosé, il bat sa femme. Qu'est-ce qu'on a? Thor, ouais. Tu sais pas s'il a vraiment des pouvoirs ou si c'est un affabulateur. Parce que comme le mec c'est un hippie fini, tout le monde pense qu'il se fout un peu de leur gueule. Et donc, est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs ou est-ce qu'il a une techno qui lui permet d'avoir un marteau qui lance de l'électricité et tout machin, et on n'arrive pas à trancher, à savoir quoi. Et puis Janet Van Dyne, elle aime bien avoir des petits PQR tranquillou les soirs de semaine. Les personnages ont tous une vraie personnalité. C'est pas un truc de persos interchangeables qui vont aller se bagarrer contre des lézards géants vite fait parce qu'il faut le faire quoi. Et c'est la base des Avengers version cinéma aussi quoi, malgré tout. Voilà, je te drop un petit numéro 1 tranquillou, j'ai pas peur d'y aller avec une grosse touche qui tâche. Le même que Matt, numéro 1. Bon bah j'ai pas le choix. Je le voyais très haut, mais pas à ce point. Mais il mérite sa première place. C'est vraiment excellent. Et c'est un niveau inégalé, même dans la saison 2 de la même série. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas retrouver la magie de ce truc-là, quoi. Il y a beaucoup de qualités dans la suite des Ultimates, mais on retouchera pas l'état de grâce dont tu parlais, Philou. Mais c'est fou, Marvel. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient incroyablement bons, que ce soit sur les Vengeurs avec... ça devait être Busiek à l'époque, je crois. Morrison sur l'X-Men... C'était fou. Joe Quesada. Exact. Il peut pas parler de sa liste, le pauvre Twip, il en peut plus, quoi. Deuxième titre 2002, c'est Batman Silence de Jeff Lobb et Jim Lee. Aïe aïe aïe. Comme ça, Yanda peut parler un peu aussi. Aïe aïe aïe. C'est du lourd. Parce qu'on est typiquement dans une très bonne histoire de Batman et sur un Batman détective, puisqu'on est vraiment dans cet esprit d'enquête. Mais l'autre luxe que se paye Jeff Lobb dans Silence, c'est de faire intervenir de façon cohérente, juste, réussie, une espèce de galerie de personnages qui est aussi kiffante que bien foutue, quoi. Et donc ça te donne en résultat ce qui pour moi est un très bon éventail du Bat-Universe pour quelqu'un qui connaît Batman vite fait. Voilà. Pas forcément un vrai néophyte en comics, encore que ça reste parfaitement accessible, mais pour le coup ça peut peut-être faire un petit peu trop. Mais par contre, pour quelqu'un qui connaît un petit peu Batman et qui voudrait lire du bon Batman, eh ben mon pote, lis Silence, tu seras pas déçu, quoi. Parce qu'après, voilà, graphiquement, Jim Lee, on est sur du haut de gamme de chez Jim Lee.
Et on est encore une fois, par rapport à notre classement Top Comics qui n'a pas de nom, on est très haut, hein. On est très 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 haut. Moi je le verrais bien entre Dark Knight Returns et Killing Joke. Max. Donc 7ème quoi. Grand max. Max, on a senti ton petit coup de pression, pas de problème. T'as vu? Alors moi c'est mon autre porte d'entrée. Quand j'ai fini d'offrir The Ultimate, j'offre Batman Silence. Ça dépend ce que les gens ont envie de lire. Parce que c'est, comme tu le disais, il y a beaucoup de personnages. Alors pour moi c'est un positif parce que du coup c'est un vrai condensé de l'univers de Batman où il y a beaucoup de personnages. Graphiquement c'est la branlée totale. Et puis il y a cet aspect enquête. Le seul truc qui est un peu couillon, c'est qu'on va t'introduire, et ça arrive dans d'autres histoires de Batman, notamment dans Sombre Reflet, on t'introduit un élément du passé de Batman pour en faire justifier un élément qui va arriver dans l'histoire. Et ça, c'est un peu voyant. Mais sinon, voilà, c'est un hyper bon condensé de l'univers. C'est le Batman que j'aime, le détective machin. Ça tient la route, il y a des personnages dans tous les sens, des gentils, des méchants. Ça te permet d'avoir un aperçu de ce que peut proposer une histoire de Batman bien réussie. Et c'est jamais fouillis, quoi. C'est ça. Et une fois que tu as lu ça, oui, parce que c'est chacun son tour en fait. Les choses passent, c'est fluide, mais tu jamais d'ébauche de personnages au même moment. Et une fois que tu as passé ce truc-là, et bah, quoi qu'il en soit, tu as lu une bonne histoire, et à toi de choisir si tu veux continuer les comics ou si tu gardes cette BD dans ta bibliothèque et que tu la reliras de temps en temps comme étant le seul Batman que tu es. Mais au moins, ce sera un Batman de qualité. Je suis beaucoup plus haut que toi dans le top, mon petit Yanda, puisque j'ai mon numéro 2, effectivement, à peu près sans sourciller là. Alors moi je trouve que c'est le meilleur boulot, ou au moins un des meilleurs boulots de Jim Lee. Par contre c'est pas la meilleure histoire de Batman. Donc je le verrai personnellement, malgré toutes ses qualités, en dessous de Killing Joke. Parce que ça reste quand même une galerie de personnages qu'on te balance assez rapidement. Ça fait un peu annuaire des ennemis de Batman qu'on te balance comme ça. Je m'en fous, j'ai Twip avec moi, donc j'ai gagné. Je sais, ouais, je sais. Merci Matt de m'avoir soufflé tous ces titres. Moi je peux rien dire, c'est ma liste, mais en tout cas, enfin voilà, après t'as tout le bestiaire de Batman en un tome, mais c'est graphiquement, il y a pas mieux, je pense. Deuxième au-dessus de Born Again. Moi, je le mettais un petit peu plus bas quand même. Hein. Ouais, tu peux le descendre, hein, tu peux le mettre en 5, 6, alors si Yanda le met en 7. Bah, le coup, c'est la majorité qui gagne, donc si vous êtes 2 à dire 2, il est 2. Sinon, c'est une espèce de négociation. Ah bah Yanda, tu l'as dans le pépette. Voilà, je l'ai dans le Yanda. Ah, c'est ça que ça veut dire en elfe alors ? Eh, c'est ça. Je trouve quand même que Batman année 1, par exemple, est plus fort que Silence. Pour l'histoire, d'accord. Mais pas graphiquement, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il faut aimer Jim Lee. Il est pas bon partout, Jim Lee. Par exemple, sur les X-Men, je l'ai détesté. J'ai failli arrêter Marvel à cause de lui. Mais bon. Ah, mais tu parles de ça, tu parles de 90 là, c'est ça ? Ouais. 1990 Non, il était pas fait pour les X-Men. Jim Lee dessine des personnages beaux. Et les X-Men, c'est des personnages qui vivaient dans les égouts, qui finissaient la gueule en sang, qui en chiaient. Et lui, il est arrivé, il les a mis dans une école toute propre. Ils allaient à des soirées mondaines. Ils étaient constamment en train de se baigner à moitié en bikini. C'est pas ça, les X-Men. Jim Lee, c'est pas les X-Men. Pour Batman, d'accord. Pour les 4 Fantastiques, quand il les a repris, ok. Mais pour les X-Men, enfin, Jim Lee ne peut pas tout dessiner. Quand il faut faire quelque chose de sombre, de sale, tu mets Jim Lee sur Year One de Batman, ça le fait pas. Year One descend de plusieurs crans. Très bien. Quand il est comme ça, faut pas le contrarier. Ouais, faut laisser passer. Allez, on finit. Dernier titre, 1999, The Authority de Warren Ellis et Brian Hitch. Et là, je vous avoue, je ne l'ai pas lu. Je le confesse. Quoi ? C'est comme, tu vois, je suis un grand fan de Def Leppard et il y a un album du début des années 80 que je n'ai jamais écouté parce que je sais qu'il est très bon et je me le garde pour un jour où il n'y aura plus rien de bon à écouter. Et ben The Authority, je me le mets de côté pour le jour où il n'y aura plus rien de bon à lire. Alors, du coup, pour parler de The Authority et pour gommer pendant 4 secondes mon côté extrêmement fanboy de cette série, est-ce que The Authority a sa place dans ce top ? Sachant que Marvelman n'avait pas sa place dans ce top puisque c'est pas directement du DC et du Marvel. Ouais. Ah, c'est pas rattaché à l'univers DC ?
Non, c'est non. Wildstorm. C'est Wildstorm, ouais. Ah, ils ont jamais croisé Batman et compagnie. Planetary, donc la série jumelle de Authority, a croisé Batman dans un crossover, mais c'est pas le même univers. C'est l'univers des Wildcats, de Gen 13, de DV8, de Divine Right, de tout ça. Ah bah non, bah on peut pas le casser alors. Même si Tweep, qu'est-ce que tu fous là? Il n'y a pas eu The Authority Batman. Mais non. Non. Ça sert à rien, en Jamais, fait. jamais. Bah on t'invitera plus, tiens. Voilà, pour la peine. Donc on ne peut pas classer The Authority parce que ce n'est pas une publication directement de Marvel Comics ou de DC Comics. Et au-delà de ça, ça reste un très bon titre, même si le côté il faut résoudre les histoires en 4 épisodes fait beaucoup intervenir de Deus Ex Machina et que à la longue, ça peut devenir un peu compliqué et répétitif. Ouais, mais ça passe. Ça passe, ouais. Mais voilà. Mais pas toujours. Mais j'ai adoré. Lisez The Authority, ça sort chez Urban très bientôt. On va se faire un petit récap du top, parce qu'il va être temps de se quitter. On a donc un nouveau numéro 1 de notre top, qui désormais est un top 45. Le nouveau numéro 1, c'est The Ultimate de Mark Millar et Brian Hitch. Le nouveau numéro 2, c'est Batman Silence de Jeff Lubb et Jim Lee. Et puis, on se retrouve avec un numéro 3, Daredevil Born Again. Numéro 4, Crisis on Infinite Earths. Numéro 5, Batman Année 1. Numéro 6, Kingdom Come. Numéro 7, Dark Knight The Dark Knight Returns. Numéro 8, Batman The Killing Joke. Numéro 9, La Mort de Gwen Stacy. Numéro 10, Earth X. Et tout le reste du top, et ben vous le lirez dans la description de cet épisode, parce qu'on ne va pas ennuyer tout le monde avec les 45 petits numéros à égrener. On peut juste vous dire que le dernier du top reste toujours le méga event Marvel Secret Wars sorti en 2015. Et c'est une petite punition pour Marvel qui a publié beaucoup trop d'events au cours de tout ça. Je tenais à remercier notre guest et notre invité spécial pour cet épisode, à savoir MC Tweep. Merci à vous les gars. Où est-ce qu'on peut retrouver tes productions, tes chroniques, tes vidéos, tes blogs Alors je suis un membre maintenant permanent du collectif belge de Comics Prime, donc sur comicsprime.be, vu que c'est en Belgique. Et j'écris des petits articles longs pour eux en fait. C'est des petits articles. Sinon je ne fais plus de vidéos, mais vous pouvez retrouver toutes mes anciennes vidéos sur ma chaîne MC Tweep. Et voilà. Merci à toi de nous avoir accompagnés ce soir. Tu seras remplacé pour le prochain épisode par un nouveau guest qu'on espère être d'une qualité au moins égale à la prestation que tu as pu nous offrir ce soir. Oh. Big merci Yanda d'avoir été aussi parfait comme d'habitude et aussi punchlinisant. Avec plaisir. Et puis bravo Monsieur Rétrophile de nous accompagner, d'avoir eu cette idée farfelue de nous proposer de fabriquer ce top ultime des comics qui n'aura pas de nom, hein. Je pense qu'on va arrêter du coup de chercher le nom de tout ça. Mais il sera ultime. Il sera ultime puisque c'est le nôtre et que nous avons raison jusqu'à ce que quelqu'un nous prouve le contraire. Retrouvez tous les épisodes de tout ça sur YouTube, sur lescomics.fr et il y a une version audio maintenant directement sur PodCloud et sur iTunes. Et puis on se retrouve dans 2 ou 3 semaines pour un nouveau numéro du Top des Comics dans lequel on rajoutera des comics dans la liste. N'hésitez pas à nous envoyer vos listes. Il vous faut un thème, un nom à votre liste et 3 comics parus chez Marvel ou DC Comics. Vous envoyez tout ça à Rétrophile sur sa chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Bref, tous les liens seront dans la description. Et puis on parlera de vous dans la prochaine émission et on fera rentrer votre liste de comics dans notre top ultime des comics. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Salut et à bientôt. Merci tout le monde, salut. Ciao. Peace.